pour mauvais genre sur France Culture, entièrement consacrée, comme la soirée de France Culture d'ailleurs, à Tolkien. Alors Vincent Ferré, on va passer un bon moment avec vous autour de Tolkien, en compagnie d'ailleurs de Mathias Echnet, de Léo Henry et de Jean-Pierre Dionnet, puisque le débat est ouvert autour de cet écrivain. J'ai regardé dans le dictionnaire que vous avez dirigé chez CNRS Éditions, dictionnaire Tolkien, qui est d'ailleurs absolument phénoménal de précision, d'érudition et de variété dans les notices. C'est vraiment un outil de travail, un outil de découverte tout à fait exceptionnel. Et j'ai vu qu'il y avait évidemment une entrée adaptation et adaptation radiophonique. Alors j'ai été surpris de voir, on en a entendu, c'est pas une adaptation radiophonique, mais enfin c'est un travail radiophonique à partir de Tolkien. J'étais surpris de voir qu'il n'était pas très amateur d'adaptation radio, Tolkien, et qu'en définitive il était tout à fait prêt à lire ses textes, mais quand il s'agissait de les adapter, la déception était là, et il parlait, alors je cite, de bétification. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Tolkien pensait vraiment ses œuvres comme un tout à chaque fois, et il n'était pas prêt à ce qu'on les réduise de manière arbitraire. Alors là, vous faites référence à plusieurs choses. D'une part au fait qu'un texte comme Le Retour de Beorhtnoth a été lu à la BBC directement au moment de sa parution, donc un dialogue dramatique. Au moment de sa parution, ouais. C'est-à-dire qu'il était immédiatement en promotion. Mais il était fait pour être lu à deux voix, tandis que tous les projets d'adaptation du Seigneur des Anneaux, aussi bien à la radio qu'au cinéma, ont fait de la part de Tolkien l'objet de réserves ou de remarques concernant l'abrègement et la sélection des scènes qui systématiquement avaient tendance à sacrifier les moments de pause ou les moments de rêverie du Seigneur des Anneaux, puisque c'est à ça que vous faites allusion. L'éviction de l'aspect contemplatif, voilà. Première chose. Alors même que l'adaptation radiophonique aurait pu être un bon moyen de faire entendre la pluralité des voix, en particulier dans Le Seigneur des Anneaux, où Tolkien a vraiment pris soin de faire parler différemment chaque personnage. Même au sein des Hobbits, chaque peuple évidemment, mais au sein des Hobbits, ils ne parlent pas de la même manière suivant leur classe sociale, leur milieu d'origine, et ils ne s'adressent pas de la même manière à un seigneur d'Erohirrim ou à un de leurs homologues. Oui, ce qui devait décevoir Tolkien, c'est le fait que, effectivement, les voix n'étaient pas assez différenciées, notamment sur la prononciation, l'articulation, la phonation, comme on dit, elles étaient insuffisantes, c'est pas de caractéristiques fortes. Voilà. Et puis le philologue n'était pas satisfait. Ça. Exactement. Parce qu'il était tout à fait en position de critiquer et d'apprécier ces transpositions. Et puis également parce qu'on perdait l'aspect cyclique. Il avait vraiment pensé le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion, non publiés, au moment de sa mort, comme un tout. Et si on en prélève des fragments, on n'a qu'une image très imparfaite de l'œuvre. Et on ne lui a pas proposé une sorte d'immense feuilleton sur une année entière, on lui proposait des petites choses encore discrètes. Voilà, c'était déjà le cas à la radio. Ça a un peu changé. Oui. Heureusement, alors si Tolkien n'était pas très accueillant pour les adaptations que l'on peut faire de ses œuvres à la BBC, par contre, lui adorait lire ses textes, et on écoute d'ailleurs le maître lire justement un extrait de son œuvre. I cannot read the fiery letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are Elvish, an ancient mode, the language that of Mordor, which I will not utter here. This in the common tongue is what is said, close enough. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, in the darkness bind them. There's only two lines of verse long known in elven lore. 3 rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie. The road goes ever on and on, down from the door where it began. Now far ahead the road has gone, and I must follow it, if I can, pursuing it with eager feet until it joins some larger way, where many paths and errands meet. Voilà, Tolkien lisant donc un extrait de ses œuvres, c'est extraordinaire, ça ferait presque le frisson. Il y a une dimension, alors lui il n'aimait pas Shakespeare, mais alors là il y a une dimension shakespearienne dans la diction, dans la manière de jouer sur les sonorités, d'entrechoquer tout ça. C'est très étonnant. L'extrait est très bien choisi puisqu'il fait tout de suite ressortir le Tolkien poète qu'on oublie souvent. Ce n'est pas un romancier exclusivement, il a d'abord été poète, on sait même qu'il a soumis en 1916, à 24 ans, un recueil de poèmes qui aurait pu être publié et changer complètement sa trajectoire littéraire.
Le Seigneur des Anneaux a, d'une certaine manière, entraîné en son sein tous les poèmes épars, des personnages comme Bombadil, qui à l'origine était Tom Bombadil, ouais. Voilà, apparu comme un personnage poétique à l'origine. Et donc là, on entend très bien la variété des poèmes, du maître, du rythme, c'est très frappant. Et ça rappelle le fait que Tolkien est quelqu'un qui déclamait très facilement, qui pouvait déclamer dans diverses langues qu'il a apprises. Il était enseignant, il aimait les lieux de sociabilité, même s'il n'allait pas au striptease, mais il aimait lire ses textes. Et est-ce qu'il les faisait les passer au gueuloir? C'est-à-dire, est-ce qu'il testait sa prose chez lui? Enfin, pas la nuit, il écrivait beaucoup la nuit, mais... Il faisait très attention au rythme. C'est vrai qu'en anglais, quand on le lit en anglais, et la nouvelle traduction de Daniel Lauzon essaie de rendre ça, on a des effets rythmiques très forts, des vers blancs, qui sont rendus en français par des vers blancs, qui jouent vraiment sur tous les registres de l'anglais, sur l'histoire de l'anglais, sur la densité parfois de certains termes, ou au contraire la capacité des périphrases à expliciter des mots qui n'existent pas en français. Donc c'est un aspect absolument essentiel dans Le Seigneur des Anneaux. Donc là, il était maître chez lui, puisqu'il inventait des langues, donc il en inventait la prononciation. L'image qu'il emploie est celle de la musique. Il explique qu'il n'est pas musicien ni compositeur, mais qu'en revanche, il crée des langues à son goût. Et c'est la raison pour laquelle il en a créé, on dit une dizaine, à des degrés divers. En fait, il en mentionne une cinquantaine dans son œuvre, à des degrés divers là aussi. Mais les langues elfiques qu'on n'a pas fini de découvrir au fil des publications, des manuscrits qui sont encore conservés dans des bibliothèques, nous font découvrir des langues qui effectivement comptent des milliers de mots, des systèmes grammaticaux, donc il est phonologiques. l'auteur, qu'il articulait, en plus de son activité de professeur, on va en parler. Exactement, ouais. Mais les deux versants étaient extrêmement liés de toute façon. Alors, 60e anniversaire de la parution du Seigneur des Anneaux, donc sortie du film de Peter Jackson, également le documentaire de Simon Baquès sur Arte et en DVD chez Phare et Balise, et puis donc des parutions à mentionner, la revue Bifrost, enfin un numéro spécial consacré à Tolkien. Vous-même, Vincent Ferré, vous publiez chez Pocket Lire Tolkien, tout ce que vous ne savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux. Là, vous développez certains aspects effectivement assez méconnus. Je rappellerai aussi, bien sûr, Tolkien, La Fabrique d'un Monde, très bon numéro spécial du magazine littéraire. Et puis alors, vous avez cité son nom, nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux par Daniel Lauzon. C'est un travail qui a attendu quand même un certain temps, une quarantaine d'années pour se faire. Alors, en fait, avec Christian et Dominique Bourgois, on en parle depuis une dizaine d'années. Voilà, et j'ai une pensée particulière évidemment pour Christian Bourgois en ce mois de décembre. On en parle depuis une dizaine d'années parce que la Maison Bourgois était consciente de l'importance de la cohérence dans l'univers tolkienien et du fait que tous les textes publiés ces 10 dernières années changeaient complètement notre perception du Seigneur des Anneaux, qui avait été publié en 1972-73 un peu comme un ovni. Et le programme très ambitieux, engagé depuis les années 2000 de publication d'une quinzaine de volumes, lancé par Christian et Dominique Bourgois, a amené à réintégrer le Seigneur des Anneaux dans un ensemble, dans un cycle. C'est ça, il était sorti de son cadre et là on l'y remet avec tout ce qui s'est fait depuis 2000. Et pour cette raison, s'est posé assez vite la question de savoir à quel moment retraduire le Seigneur des Anneaux, donc je le disais, traduit en français en 1972. Donc il y a une quarantaine d'années, et notre lecture des textes a considérablement évolué grâce aux publications effectuées par Christopher Tolkien depuis les années 70 et traduites en français. J'en citerai quelques-unes. C'est vrai que maintenant, depuis la publication de La Formation de la Terre du Milieu, on a accès au Silmarillion des années 30, c'est-à-dire celui que Tolkien a en tête au moment où il publie Le Hobbit en 1937 et au moment où son éditeur lui demande d'écrire la suite et où il adosse cette histoire qui au début était une histoire pour enfants, il l'adosse à un univers, à une mythologie comme il le dit, à des légendes elfiques qui vont servir d'arrière-plan à ce qui devient petit à petit le Seigneur des Anneaux. Et il y a des allusions multiples au cours du Seigneur des Anneaux à ce passé, aux milliers d'années qui précèdent le Seigneur des Anneaux. Et pour les lecteurs des années 50 jusqu'en 77... Vous montrez Mathias Echner qui, dans les années 50, n'était pas encore un lecteur de Tolkien. Jusque dans les années 70, en fait, ces allusions semblaient être des trompe-l'œil. Ouais. Alors que dans l'esprit de Tolkien, c'était des références à des textes qu'il avait vraiment écrits. Maintenant, ces textes, on les connaît. Et par contre-coup, ils interagissent. Alors, l'idée a été de publier une nouvelle édition du Seigneur des Anneaux, mais déjà qui s'appuie sur un texte anglais débarrassé de ses coquilles, et surtout une traduction qui suive les indications laissées par Tolkien à destination, à l'intention de ses traducteurs. En particulier sur la traduction des noms propres, pour savoir quel nom il faut conserver et pourquoi, quel nom
anglais, il faut traduire dans la langue, en l'occurrence en français, parce qu'ils sont porteurs d'une histoire, d'un jeu avec l'étymologie et donc d'une évocation du temps passé. Tolkien donne des clés philologiques, étymologiques, que Daniel Lauzon a essayé de suivre au mieux pour respecter ce qui était son souhait, c'est-à-dire la cohérence, la vraisemblance de son univers. Alors ça, c'est la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux. Donc le premier tome vient de sortir, La Fraternité de l'Anneau, nouvelle traduction entièrement revue sur des bases philologiques, donc Tolkien à la Tolkien, on peut le dire. Mais on va pas aller si vite, on va quand même avoir un œil sur les années 1971, 72, 73, où le Seigneur des Anneaux paraissait chez Christian Bourgois, dans une traduction de Francis Ledoux. Et l'homme qui avait été un peu à l'origine de cette parution, eh bien, c'était Jacques Bergier. Et comme ce soir, nous avons également comme invité, il n'est pas là, mais on va l'entendre, Pierre Dubois, qui publie un magnifique livre sur les trolls, le Royaume du Nord et les trolls chez Houellebecq. Eh bien, Pierre Dubois, justement, a rencontré Jacques Bergier peu de temps avant cette publication du Seigneur des Anneaux. Bergier qui était tout enthousiasme pour Tolkien et qui en parlait à ses jeunes amis. Le premier souvenir, et justement c'est ce qui a désacralisé le reste quelque part, c'est que j'avais rencontré Bergier, le Matin des magiciens et tout, je l'avais rencontré à Lille, et il essayait de faire traduire en français et d'éditer Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Et c'était un passionné Bergier. Et on avait passé, avec un copain qui aussi était passionné de fantastique, toute la journée à l'écouter raconter Le Seigneur des Anneaux. Et c'était magique, parce qu'on se promenait, d'abord on a quitté le bureau où on était, il a commencé, voilà, là, donc il parlait un peu comme ça, voilà. Et alors, donc, là, il y a Gandalf qui est pas content, et là, il y a les ciels qui s'assombrissent, et il racontait et les dragons, et on était captés par, et on l'a suivi, on marchait dans la rue, il descendait de trottoir, il remontait, et il s'installait sur un banc, et on l'a écouté toute la journée avec un arrêt le midi où il a mangé un œuf à la coque, et c'était magique. Et c'est la première fois que j'entendais réellement parler de Tolkien, où j'entrais dans l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Or, quand j'ai lu, il n'y avait plus la voix de Bergier, il n'y avait plus la musique, je connaissais, et autrement, comme un conteur me l'avait raconté. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était vraiment très lourd. Les mots pesaient, l'histoire, c'était du Walter Scott. Il y avait tout, et tous les ingrédients étaient là. Pour moi, il manquait quelque chose. J'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout du Seigneur des Anneaux. Évidemment, Tolkien, c'est vraiment un personnage. Je crois que s'il y a aujourd'hui ce retour à la fantaisie, au merveilleux, c'est grâce au Seigneur des Anneaux, c'est grâce à Bilbo le Hobbit, et puis surtout à ce qu'il a écrit comme féerie. Alors aussi Marion, tous ces trucs-là, mais j'y arrive pas. Mais il est revenu à l'essentiel, parce qu'on avait un petit peu traficoté tout ça, la féerie était devenue quelque chose pour les enfants, ou même carrément oublié, les elfes, c'est des petites choses comme ça qui voletaient, on savait pas qui étaient les elfes, les orques non plus, et là, il a ressorti, il a soufflé sur les cendres, il a vraiment réveillé le souffle du dragon, et le feu sacré, justement, de ce monde épique et chevaleresque et fantastique. Il a rendu aussi la grande taille aux elfes, qu'on avait vu tout petit. Il leur donne une vérité à tout ce petit monde qui avait été galvaudé jusque-là. Pierre Dubois au micro de Céline Duchesnay qui nous parlait de sa découverte de Tolkien et puis de sa vision, on le réentendra, sa vision de l'écrivain Jean-Pierre Dionnet. On était persuadé que Bergier nous avait amené Lovecraft. Mais on le remercie, mais on se rend compte que c'est Lovecraft et Tolkien. Lovecraft et Tolkien et d'autres choses encore, parce qu'il était très... il essayait toujours de vous faire lire ou de vous faire publier un livre. J'ai d'ailleurs failli, il est mort. Il y avait toujours un auteur à publier. J'ai d'ailleurs failli publier un livre qui était toutes les photos de soucoupes volantes ou de je sais pas quoi qu'il avait trouvé dans sa vie. Il avait appelé ça le livre Les Folies Bergier.
Et hélas, il est mort à ce moment-là. Mais je vais aggraver ce qui s'est dit. Préparez-vous, Vincent Ferré. On m'a dit donc Tolkien, etc. Et j'ai commencé dans l'ordre. Et je me suis un peu ennuyé. Je connaissais C.S. Lewis, qui était du même cercle, que j'aimais beaucoup. Et Tolkien, Donc l'auteur de Narnia. je vais dire quelque chose de terrible. Je suis allé sur le tournage du Seigneur des Anneaux, par exemple, parce que Peter Jackson, je le connais depuis très longtemps. Et j'ai vraiment préféré les films. J'ai vraiment préféré les films parce que l'incarnation, par exemple, par Viggo Mortensen et tout ça m'apportait de la force. Mais les livres me sont un peu tombés des mains. Et l'autre jour, je disais à mes filles, j'ai des jumelles de 16 ans. Elles disaient, parce que je les ai quand même dans un coin, là. Elles m'ont dit ça. J'ai dit, écoutez, ça, essayez. Si ça vous plaît, allez-y. Et elle dit, mais est-ce que c'est comme les films ou pas? Je dis, bah, c'est différent. Essayez. Mais j'étais dubitatif et c'est pas la première fois. Une fois, j'étais à une convention, je crois que c'était à Metz, il y a fort longtemps. Oui, Et j'ai failli me visite faire- de Philippe Cadic, d'ailleurs. Voilà, j'ai failli me faire lyncher avec Jacques Sadoul et Jacques Guamard. Dans car le même tous- temps, on aurait perdu 3 quand même. tous les trois, on a dit qu'on trouvait Forte Tolkien tête. pas mal, mais que c'était pas non plus à tomber par terre. Et alors là, j'ai réalisé un phénomène, c'est qu'il y a eu une vague de négation et de haine qui s'est déversée sur nous, qui me faisait penser à une secte. C'est-à-dire qu'il y a eu une violence de réaction de la salle qui consistait en gros, non mais qui était vraiment comme si je m'étais mis en face du pape et j'avais craché par terre. Alors, moi j'ai du respect pour ces vagues-là, ces vagues, je veux dire, que j'appelle sectaires. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Et ce quelque chose-là, j'ai vu dans les films. Ce quelque chose-là, je l'ai vu aussi dans les illustrations. Par exemple, les illustrations de Tolkien, qu'on découvre tout doucement encore et tout le temps, qui sont admirables. Et je trouve que les premières illustrations qui ont été utilisées ne valent pas celles de Tolkien, qui étaient magnifiques, mais comme beaucoup d'écrivains, il en a choisi d'autres. J'adore les illustrations de Alan Lee, que je vois apparaître là maintenant. Qui illustre d'ailleurs la nouvelle version du Qui Seigneur a des d'ailleurs Anneaux. travaillé sur le film, mais qui est un peu en retrait pour le public par rapport à John O, parce que John O est plus défini. John O, comme je disais off tout à l'heure, presque fait sa fortune quand il a commencé à Métal Hurlant en disant « T'es trop lent, tu devrais pas faire de bande dessinée ». Et il est parti faire le Seigneur des Anneaux, et quand je suis allé là-bas, dans les brumes où il tournait, je voyais des centaines de dessins, il était en train de refaire une dague pour Viggo Mortensen qui dormait la nuit dans les décors avec son costume de scène et qui voulait des vagues, peut-être pour des dagues qui marchent, pour tuer les animaux et se nourrir, parce qu'il était vraiment rentré dans le truc. Alors je suis très... Quand je n'aime pas quelque chose que tant de gens aiment, je me pose des questions. Disons que comme il y a eu 2 Bifrost de suite, un sur Poul Anderson et un sur Tolkien, eh bien, et les rééditions d'un livre qui s'appelle L'épée brisée, l'autre de Poul Anderson, qui est une magnifique saga, etc., j'étais très content de ne pas être seul, car Moorcock disait la même chose que moi. D'un coup, je lis Moorcock, que je respecte beaucoup, il dit « J'aime pas beaucoup Tolkien, c'est quand même pas comme Poul Anderson. » Alors voilà, on va... Maintenant, Alors- si j'ose dire, la parole est à la défense. on va laisser la parole à la défense. Voilà. Maintenant que je suis mis à l'aise. Je fais partie des sceptiques. Alors, Oui, d'accord. peut-être à savoir avec la traduction. Ah bah voilà, peut-être, oui. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous l'avez lu Alors, en anglais, Tolkien Vincent Ferré. Non, donc, je l'ai lu en Voilà. français au fur et à Alors. mesure qu'il est paru par bribes et par broc. Voilà. Donc d'une part, il y a d'abord la question de la traduction, et puis il y a cette histoire de Walter Scott. Donc réagissez face à ces, Oui, comme oui, ça, mais- ces éléments de débat tout à fait intéressants. Alors, c'était ma première question, de savoir si vous l'aviez lu en anglais, parce que faut savoir de quel Tolkien on parle. Vous faites manifestement référence aux anciennes traductions, donc je me ferai un plaisir de vous faire livrer une caisse de la nouvelle traduction et du Hobbit et du Seigneur des Anneaux pour que vous puissiez juger par vous-même. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées à la fois par Pierre Dubois, à travers lui, Jacques Bergier, qui est effectivement un personnage clé. Christian Bourgois l'a rencontré, et c'est à lui que l'on doit la traduction de Tolkien en français, à travers la publication du livre Admiration, dans laquelle il présente au public oui. français, vous le savez, une dizaine d'écrivains encore non traduits. Dedans, il y a Merritt, il y a Mervyn Peake, je pense, il y a Lewis et il y a Tolkien. Et le chapitre sur Tolkien commence par ces mots à peu près. Faut-il attendre que Tolkien reçoive le prix Nobel de littérature pour que les Français le découvrent? Et c'est vrai que ça a piqué la curiosité de Christian Bourgois, qui a contacté l'éditeur Allen & Unwin et qui a publié Le Seigneur des Anneaux, dont il a confié la traduction pour 72, à Francis Ledoux. Et c'est Qui était Francis Ledoux, voilà. d'ailleurs. Alors, c'est de ça qu'il faut parler maintenant.
qui avait précédemment traduit le Hobbit, Bilbo le Hobbit en 1969, et qui était un grand traducteur, en particulier d'auteurs du 19e siècle. Je pense à Dickens, je pense à des romans romantiques du 19e siècle anglais, et qui a traduit Tolkien comme un auteur du 19e siècle. C'est-à-dire en choisissant par exemple de rendre extrêmement dignes les dialogues entre les personnages. Donc moi je dis digne, mais dans votre bouche j'entends bien l'autre qualificatif. Indigne, mais non. Ou vous voyez, avec une pompe, une certaine pompe. Faire ce vous voyez les hobbits alors que c'est très clairement un parler rural et qu'il faut peut-être traduire autrement. Il y avait une sorte de visée dans le passage de l'anglais en français, une manière de protéger cet écrivain peut-être, dans la visée de traduction de Francis Ledoux qui a traduit une centaine de titres et qui était vraiment quelqu'un d'impressionnant avec un très grand style de traducteur. Mais il a traduit un peu à l'aveuglette. C'est-à-dire qu'il a traduit sans connaître l'arrière-plan dont je parlais tout à l'heure, et il a été à de très nombreuses reprises placé devant des choix de traduction qui étaient insolubles, pour rendre compte de l'univers dont il n'avait qu'une vision partielle. Donc c'est vrai que c'est un traducteur que je défends et qu'en même temps, en 2014, de même qu'il faut parfois retraduire les classiques, il faut retraduire les limites quand même. On a de nouvelles connaissances qui nous permettent de traduire Tolkien au plus près du texte anglais et sans, en le livrant au public en disant aussi vous avez le choix, vous avez une traduction de 72 qui a marqué des générations de lecteurs, des millions de lecteurs. Et là, je vais un petit peu nuancer ce que vous dites. Quand même, les lecteurs de Tolkien sont pas comme ça. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Déjà, c'est un public très, très divers, de tous âges. Je parle de l'époque. Oui. Il s'est beaucoup élargi, d'abord. Voilà. Il a grandi. À l'époque, il devait être plus dur puisqu'il défendait, c'était des fans hardcore qui devaient encore porter la bonne parole, comme pour beaucoup d'écrivains. C'est ça. Parce qu'en fait, sans doute que le public, les lecteurs à ce moment-là étaient sur une position très défensive, parce que Tolkien était rangé dans des catégories que lui-même rejetait et qui le coupaient d'une grande partie de son lectorat potentiel. Et donc il y avait de la part des lecteurs auxquels vous faites allusion une volonté de dire voilà, Tolkien, ne le rangeons pas dans ce genre de catégorie. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre Dubois. Il a fait allusion, sans prononcer le titre, et on peut peut-être le dire pour les auditeurs, il a fait allusion à l'essai fondamental de Tolkien intitulé Du conte de fées, publié à l'origine dans Faerie, puis republié dans Les monstres et les critiques, dans une nouvelle traduction aux éditions Bourgois, qui est une sorte de réflexion sur l'importance du merveilleux dans le monde moderne. Pour les adultes, et parmi les idées que développe Tolkien dans cet essai, il y a l'idée que les contes de fées ne sont pas que pour les enfants, et que d'autre part, les contes de fées qu'on donne à lire aux enfants doivent les aider à grandir. Et donc il se bat un petit peu contre l'idée qu'il faudrait donner un texte facile et un petit peu niais, d'où l'histoire des elfes à qui il a rendu leur taille, c'est ce que dit Dubois. Il veut qu'on propose aux enfants et aux adultes un accès à l'imaginaire dont ils sont coupés dans la société du XXe siècle. Ça va ?
Robert Yatt, At Last I'm Free, un choix de Laurent Polleret pour ce mauvais genre spécial Tolkien de ce soir. Léo Henry, vous avez une double approche de Tolkien, d'abord familiale, puisqu'on vous l'a lu pendant de longues soirées, et puis après une lecture personnelle. Vous avez des souvenirs de tout cela? C'est une approche doublement familiale, en fait. C'est parce que moi, j'ai été élevé dans une famille où on lisait, enfin où mes parents nous lisaient à mon frère et moi des bouquins le soir, et ils ont continué en fait jusqu'à ce qu'on soit de grands enfants. Et donc le dernier livre qu'ils nous ont lu, où là on était adolescents tous les deux, c'était Le Seigneur des Anneaux, et donc ça nous a pris 6 mois, je pense, ou presque un an. Et du coup voilà, et il se trouve que j'ai aussi une petite sœur, et que donc qui était très frustrée de pas pouvoir écouter Le Seigneur des Anneaux, et donc quand elle a été en âge, je lui ai relu. Donc c'est les 2 lectures que j'ai faites du Seigneur des Anneaux, c'était 2 fois à voix haute, et une fois en tant qu'auditeur et une fois en tant que lecteur. Votre réaction était laquelle? Plus proche de celle de Jean-Pierre Dionnet ou celle des fans de Metz? Non, je suis un peu entre les deux en fait. Alors après, moi j'ai navigué aussi j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans lequel qui est un milieu dans lequel Tolkien a été vraiment fondateur, enfin extrêmement important. Et donc du coup, j'ai aussi été confronté aux fans de Tolkien dont je ne suis pas en fait. Voilà, donc à cette espèce de, il y avait un petit surnom avec mes camarades, ils appelaient ça le Tolkien Jihad, qui est une expression un petit peu radicale, mais qui existait vraiment dans le jeu de rôle dans les années 80-90. Et du coup voilà, mais après c'est un choc littéraire fondateur, plus le Hobbit, je crois, que le Seigneur des Anneaux, mais le fait aussi de le lire dans la durée, ça permet absolument de gommer peut-être cette question de rythme en fait, puisqu'on était parti pour le voyage en fait. Donc le fait que ça dure 6 mois, 8 mois, ça correspondait exactement à ce qui se produit dans le récit. Mathias Echner, vous, votre Tolkien, c'est quoi? C'est lecteur de base. Lecteur de base. Je l'ai lu plusieurs fois et ça fait maintenant, j'étais en train de me dire en vous écoutant que ça doit faire maintenant 20 ans, ça passe vite, que je l'ai pas lu. Donc excellente idée, vous achetez chez Bourgois, la nouvelle traduction. Et du coup, je l'ai beaucoup fait lire aussi autour de moi, mais en répétant peut-être bêtement, et peut-être temps de reconsidérer la chose en disant vas-y, mais tu vas t'emmerder les 150 premières pages. C'est quand même ce qu'on a toujours dit sur Le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà. Donc, tout en adorant, et pour moi, c'est très important. Il y a fort à faire ce soir. Voilà, donc mais j'ai beaucoup moins critiqué que mes camarades. La forteresse Tolkien est attaquée. Il y a encore plus à faire parce que. Il y a encore plus à faire parce qu'il y a des défenseurs. Par exemple, Peter Jackson en est un. Ah bah j'espère. Peter Jackson aime Tolkien. Et quand il a fait bosser un autre homme que je respecte et que je connais depuis longtemps, Guillermo del Toro, qui devait faire le Hobbit, il l'a débarqué au bout de 2 ans quand même, parce que Guillermo del Toro avait rajouté une certaine cruauté naturelle chez lui, ouais. Et il a trouvé que justement pour le Hobbit, cette cruauté supplémentaire n'était pas nécessaire, et il a repris la chose en main. Et je dirais que les quelques comédiens que j'ai croisés, par exemple Viggo Mortensen, l'acteur que j'adore, et était totalement mesmérisé par son rôle. Il avait l'impression, et c'était le cas, de jouer dans un grand film. Donc, j'ai pas dit que j'avais raison. Ce que je vois, c'est que nous avons tous des points de vue biaisés, mais je dirais que il y a un risque, c'est que Le Seigneur des Anneaux est quelque chose de tellement connu maintenant, où tellement de gens vous disent c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est comme quand on dit va voir tel film, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je suis parfois déçu. Donc, je ne dirais pas qu'on a survendu Tolkien, mais sur mon fils, par exemple, lui a accroché. C'est peut-être parce que je n'avais pas dit tu vas voir, c'est le seul livre qu'il faut lire dans l'année. Faut équilibrer tout ça. Vincent Ferré, là. Bon, déjà, il y a plusieurs Tolkien. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du Seigneur des Anneaux, mais je dirais qu'il y a un Tolkien par lecteur ou un Tolkien par âge. Un des livres de Tolkien qui, en France, ont été les plus appréciés, Les Enfants de Hórinn, sorti un peu à la surprise générale en 2007 en anglais, traduit aussitôt en français en 2008, a été lu par des lecteurs qui souvent n'avaient jamais ouvert Le Seigneur des Anneaux, parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est un monument de 1200 pages, il a une réputation gigantesque, tandis que Les Enfants de Hórinn, qui est une sorte de quintessence des récits de Tolkien, en 200 pages, situé dans un avant Seigneur des Anneaux, autour d'un personnage maudit, réécrivant à la fois des légendes nordiques et des légendes grecques. On sent très bien à la fois Oedipe et Sigurd et Kullervo derrière le personnage, a énormément plu. Ce qui plaît énormément, d'après ce que je peux voir quand on discute dans les rencontres en bibliothèque ou dans les librairies, c'est les récits pour la jeunesse, Rover and Dom,
ou les lettres du Père Noël, par exemple. Maintenant, le Seigneur des Anneaux, effectivement, je pense que les lecteurs qui aiment le Seigneur des Anneaux ont tellement envie de partager les diverses émotions qu'on ressent quand on lit le Seigneur des Anneaux et qu'on rencontre dans très très peu de romans à ce point. Ils en ont tellement envie qu'ils ont peut-être un discours un petit peu réducteur. Mais en même temps, il faut les comprendre. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un livre qui contient tout, qui contient un univers et on a envie de partager. Moi, je pense que les lecteurs de Proust sont aussi pénibles, j'en suis. Moi, je suis un lecteur de Proust avant tout et je suis largement aussi pénible à propos de Proust. Vous aimez les créateurs d'univers, alors Et en fait, tout simplement, vous savez, il y a des lecteurs de Proust qui disent « mais Proust est un grand comique et c'est tout à fait vrai. Bon, alors dans le cas de Tolkien, je suis un petit peu désolé, j'espère que c'est en train de se corriger. Je le crois et je travaille vraiment étroitement avec des associations de lecteurs comme Tolkien Deal, par exemple, qui fait un travail absolument remarquable depuis des années et on voit comment en douceur, on peut introduire, je dis en douceur parce que de manière beaucoup moins brutale qu'à Metz, introduire de nouveaux lecteurs à un univers en leur disant voilà, il est possible de suivre les récits de Tolkien depuis la création de l'univers dans le Silmarillion, puis le Hobbit qui est pour les enfants, puis le développement du Seigneur des Anneaux, ou alors de commencer par le Seigneur des Anneaux. Il est possible de passer les 100 premières pages qui se passent dans l'univers des Hobbits si on a envie d'aller tout de suite dans le roman d'aventure. En même temps, les 100 premières pages, c'est une sorte de sas, un petit peu comme dans Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Il y a une entrée dans l'univers et assez souvent à la relecture ce sont ces 100 premières pages qu'on préfère parce qu'à la première lecture on peut être victime d'une illusion qui nous fait présenter le comté comme un lieu idyllique, comme un Éden, et ça n'est que parce qu'un personnage s'aventure hors du comté qu'il comprend que voilà, le vaste monde est l'ensemble dans lequel s'intègre le monde des Hobbits, qui est un monde très imparfait et qui est voué à disparaître. Donc c'est une sorte de jeu, je pense, avec le lecteur de la part de Tolkien qui l'amène sur une fausse piste avant de lui ouvrir l'horizon assez brutalement à travers l'aventure, le départ pour la Moria. Donc ma défense de Tolkien sera assez nuancée. Les textes que je préfère peut-être sont les textes plus courts, ceux qu'on trouve dans Faerie et autres textes comme Le Retour de Beorhtnoth dont je parlais tout à l'heure, ou Les Enfants de Húrin, ou bien dans la formation de la Terre du Milieu. Alors justement, depuis 2001, votre précédent passage à Mauvais Genre, donc suite à la parution de Tolkien et la Terre du Milieu, ça fait 13 années écoulées, et dans ces 13 années ont été en définitive celles de mise en contexte du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait peut-être ce monument solitaire qui trônait comme ça dans un paysage désert, et que sur ces 13 années écoulées, on a vu apparaître autour ce qui donnait sens à ce monument. Avant, c'était un monument insensé. Là, on a vu apparaître la correspondance, des récits plus courts, le Tolkien philologue, le Tolkien conteur pour enfants, toute cette espèce de grand légendaire de la Terre du Milieu, plusieurs volumes sont apparus. Donc, en définitive, cette espèce de soleil solitaire est maintenant inscrit au sein de toute une cosmogonie, toute une constellation, et maintenant on comprend un peu mieux. Premier élément, ça c'est l'élément, je dirais, textuel, et puis est venu se surajouter à cela le boom mondial des films de Peter Jackson. Donc en 13 ans, on peut dire que la galaxie Tolkien s'est véritablement imposée, à la fois en librairie et sur les écrans. Oui, du côté français, on a pratiquement maintenant à notre disposition presque autant de textes qu'en anglais. Il faut bien savoir que lorsque Tolkien est mort en 73, on avait Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et quelques textes courts, plus ces textes universitaires sur la littérature médiévale ou sur le merveilleux. Voilà ce qui avait été publié en anglais. Et c'est son fils Christopher, son troisième fils, qui a interrompu sa carrière d'enseignant à Oxford pour se consacrer à l'édition des œuvres de son père, depuis ses traductions, la littérature pour la jeunesse et surtout donc le Silmarillion, qui nous a donné accès à cet univers et aux milliers de pages dont il a hérité non classées et qu'il a fallu d'abord ordonner, classer, retranscrire, monter, vraiment comme au cinéma, pour les donner aux lecteurs. Et à partir des années 80, une fois qu'il avait paré au plus pressé, si on veut, en proposant le Silmarillion, il a décidé de publier toute ce qu'il appelle l'histoire de la Terre du Milieu, c'est-à-dire tous les textes écrits par Tolkien dans leur continuité, puisque le jeune Tolkien, lorsqu'il a été malade au front pendant la bataille de la Somme en 1916, et qu'il a commencé à écrire le livre des contes perdus, a mis en place un univers qui s'appuyait sur des langues qu'il avait déjà créées. Il a d'abord écrit ses textes en prose, puis il a écrit des versions en vers, qui ont été publiés dans les Ladues Belariandes, puis il est revenu à la prose, la formation de la Terre du Milieu. Il a parallèlement écrit des textes sur ce qui est l'Atlantide et qu'il appelle Numénor, en même temps qu'il a mis au point une sorte de dictionnaire elfique qui donne accès à cet univers, puis est arrivé le Seigneur des Anneaux. Vous voyez comment les choses se sont enchaînées. Et
le travail de Christopher Tolkien, qui est encore en cours, il vient de publier en mai 2014 une traduction en anglais moderne de Beowulf par son père, ainsi que des textes de conférences, mais aussi des poèmes dans lesquels Tolkien invente ce qui pourrait être le texte source de Beowulf, donc qui est un poème mis par écrit au Xe siècle, qui rapporte les aventures d'un héros dans un contexte européen qui est celui du VIe siècle à peu près, si on en juge d'après les noms des rois. Et Tolkien imagine ce qu'aurait pu être le texte source de Beowulf avant celui qui nous est parvenu. Donc ce travail est encore en cours. Vous parliez d'expansion, et c'est petit à petit. C'est ça, c'est pour ça d'ailleurs. Que du côté anglais, on a pu avoir accès à toute la forêt, et que du côté français, il a fallu trouver des traducteurs qui acceptent de s'immerger 1 an par volume. D'ailleurs, il a fallu en trouver plusieurs. Christine Laferrière, qui est par exemple aussi traductrice de Toni Morrison, s'est lancée dans la traduction de tous les textes en rapport avec le Moyen-Âge. Elle a traduit la légende de Sigurd et Gudrun, qui est une réécriture des textes sources nordiques autour du personnage de Sigurd, qui ont été adaptés aussi du côté allemand et qui ont servi de base à Wagner. Un effet d'optique nous fait croire que Tolkien doit quelque chose à Wagner. Pas du tout. C'est Wagner qui doit quelque chose à Tolkien. À la source, alors que Wagner est passé par des détours. Voilà par exemple Daniel Lauzon, on parlait du Seigneur des Anneaux, mais il avait retraduit le Hobbit précédemment, et c'est à lui qu'on doit aussi l'histoire de la Terre du Milieu. Delphine Martin a traduit, et j'ai eu le plaisir de traduire avec elle les lettres, parce que les éditions c'est Bourgois... très important, elles sont disponibles, il faut le dire, en pocket, et c'est vraiment extraordinaire, parce que là, on voit le laboratoire intellectuel et l'affectivité, et la réaction de Tolkien à son époque, qui n'était pas une espèce de personnage dans un cabinet scellé, mais un homme qui réagissait à son temps, et ses lettres sont formidables. Un homme dans son époque. Et c'est vrai que lorsque les éditions Bourgois ont décidé de publier non seulement la fiction, mais aussi la non-fiction, les textes de conférences démontrés les critiques et la correspondance, on a eu accès, les lecteurs francophones ont eu accès à des choses qu'ils ne pouvaient pas soupçonner. Alors, l'importance des lettres, un volume de 700 pages, mais ça n'est qu'une toute petite partie de sa correspondance, donne effectivement, on en a entendu des extraits tout à l'heure dans la fiction proposée ce soir par France Culture, donne accès à l'œuvre en train de s'écrire et commentée par Tolkien, puisqu'il faut le rappeler, Le Seigneur des Anneaux, qui est une commande de son éditeur, a demandé 17 années de travail. Une dizaine d'années d'écriture proprement dite et 17 années avant la publication. On va s'intéresser un peu aux péripéties rapidement de la vie de Tolkien, mais avant cela, on va réentendre Pierre Dubois qui donne un peu sa vision, une vision portrait, de nouveau, du personnage de Tolkien. J'aime beaucoup le bonhomme, j'aime bien le personnage. Déjà, de le voir sur les photos, avec son tweed, avec il fait plus british que british. Il est vraiment étonnant. Et on l'imagine très bien se promener dans les collines, rêvasser. Et puis il y a aussi le fait que c'était un personnage très sérieux. Et il y a toujours cette petite fêlure chez les Anglais, je trouve, qui est vraiment qui est essentielle et qu'on n'a pas, nous. Lorsqu'on a une savante personne chez nous, elle reste savante personne. Il y a rarement de fêlure, tandis que chez les Anglais, il y a toujours une porte ouverte. Alors, est-ce que c'est parce que leur littérature en est plein, qu'ils ont été biberonnés par Alice au Pays des Merveilles, par le non-sens, par Barry, par Peter Pan. Il y a toujours peut-être d'un côté un peu de Peter Pan dans leur tête, un petit peu du Capitaine Crochet, un petit peu aussi de Hyde et Jekyll. Il y a toute une littérature chez eux. Alors que nous, en France, un professeur comme sérieux, comme ça, serait vu d'une manière un peu bizarre, qui se mettent à parler des elfes, des fées, des lutins, des pirates, de jeunes filles qui s'envolent. Et c'est ça, par contre, qui me fascine vraiment chez Tolkien, c'est ce féru d'elphicologie, puisque tout moins de mythologie, c'est un mythologue, de choses sérieuses, de travaux sur les. Il y a du Lecouteux, chez nous en France, on a Claude Lecouteux, qui est vraiment. Et là, par contre, il décolle, c'est-à-dire avec toute cette richesse, il va en faire un roman épique. Il va en faire ses 3 mousquetaires, il va en faire du Dumas, il va en faire du... Et ça, ce personnage est fascinant. Et de lire sa biographie, je préfère lire sa biographie et l'imaginer plutôt que lire Le Seigneur des Anneaux. Alors voilà, je préfère lire sa biographie plutôt que de lire Seigneur des Anneaux, décidément. C'est très dur ce soir
pour Vincent Ferré, de Pierre Dubois. La biographie, elle est disponible chez Christian Bourgois. Elle est signée Humphrey Carpenter. Elle est assez étonnante parce que Tolkien, né en 1892, meurt en 1973, et il semble qu'il y ait une sorte de rupture au moment où il arrive à Oxford et où il devient le professeur Tolkien qu'il était déjà auparavant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord les éléments de tragédie et de souffrance de l'existence de Tolkien, qui a évidemment pris plaisir à se faire photographier avec des gilets jaunes citron, de très beaux tweeds, en train de fumer sa pipe sous un arbre, l'Angleterre éternelle, le grand mythologue, tout ça très bien. Mais il y a quand même eu des éléments de souffrance terribles. Ce père, il naît en Afrique du Sud, pour des raisons climatiques, la famille, c'est-à-dire sa mère et les deux enfants reviennent en Angleterre. Le père meurt en Afrique du Sud, donc ils n'assistent pas à la mort de leur père, la tombe reste là-bas, il n'y a pas de deuil possible. La mère se convertit au catholicisme, c'est comme si elle avait épousé un noir dans l'Alabama des années 20, elle est immédiatement ostracisée, on ne veut plus lui parler, on ne veut plus la voir, c'est terminé. Cette mère meurt très tôt du diabète, donc Tolkien est orphelin. Ensuite, son tuteur est un oratorien, ce qu'il reproche de Jean-Pierre Dionnet, qui est aussi un élève des oratoriens. Donc voilà, une espèce de solitude. Et puis, il reste avec ce legs de la mère, qui est l'amour des contes, l'amour des récits, et ce goût pour les langues, pour l'apprentissage des langues mortes. C'est quand même, avant d'arriver à Oxford, c'est quand même pas une trajectoire d'un confort et d'une rectitude totale, Vincent Ferré. Tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors, la biographie de Humphrey Carpenter fait autorité parce qu'il a eu accès à des documents absolument passionnants qu'il a pu lire grâce à la famille Tolkien, Christopher Tolkien en particulier. Mais j'ai un petit peu envie de dire qu'elle est trop factuelle et que le biographe tombe un petit peu dans le panneau. C'est-à-dire que Tolkien était quelqu'un de malicieux, de remarquablement intelligent, s'adaptant à ses interlocuteurs, on le voit très bien dans les lettres, leur parlant la langue qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, le biographe, sans doute, venait avec l'idée qu'il allait avoir affaire à un professeur bien sage, avec une vie bien réglée. Et c'est ce qu'il a cru percevoir. En plus, les premières pages laissent entendre que Tolkien croirait vraiment à l'univers qu'il a créé. C'est un jeu. Il a beaucoup d'humour sur lui-même. Tolkien, on le voit dans les images du documentaire de la BBC de 68. À la fois, il est sérieux et en même temps, il est dans l'autodérision. Donc, elle est un petit peu problématique à cet égard, cette biographie, mais elle a le mérite d'exister. Et vous avez raison, elle est trop lisse en ce qu'elle cache les traumatismes. Les traumatismes de la guerre, les traumatismes tous ses amis, familiaux. Il avait créé un petit groupe d'amis. La bataille de la Somme décime le club d'amis de quasiment le premier jour. Et c'est la raison pour laquelle récemment les éditions Bourgois ont décidé de publier en français la biographie de John Garth, Tolkien et la Grande Guerre, qui est centrée sur les années avant la jeunesse de Tolkien. Donc on le voit étudiant, on le voit dans un cercle d'amis, ils se sont un peu répartis les genres littéraires et chacun va réussir un grand chef-d'œuvre pour bouleverser la littérature anglaise. C'est le pacte qu'ils font. Et puis 2 sur 4 sont tués dans les premiers mois, en 1916, pendant la bataille de la Somme. Et Tolkien rentre en Angleterre parce qu'il est tombé malade, gravement malade. Il est resté des mois et des mois, en ayant en tête cette mission. Et pour lui, la littérature va aussi être un sacerdoce et certainement un moyen de dépasser, vous avez dit, le deuil du père. Donc, une famille anglaise qui va dans le sud de l'Afrique, l'État libre d'Orange, qui était indépendant à l'époque, pour en gros vivre, pas faire fortune, mais vivre mieux qu'en Angleterre. Et puis la mère doit rentrer avec ses 2 enfants pour des raisons de santé, et le père meurt, comme vous l'avez dit. Et le deuil de la mère va être absolument fondamental parce c'est elle qui lui a appris à lire, c'est elle qui lui a enseigné le goût du latin, c'est elle qui lui a enseigné la calligraphie, le dessin dont vous parliez tout à l'heure. Et Tolkien était un excellent dessinateur, très doué pour les aquarelles, pour les paysages, pour les visions, mais également pour les visions de lieux abstraits, ce qu'il a appelé le livre d'Ishness, des sortes d'univers mentaux abstraits qu'il représente et qui sont liés à la naissance de sa mythologie. Et le fait de perdre sa mère en 1904, donc quand il a 12 ans, le fait d'être confié au père Francis Morgan, va être absolument fondamental pour lui. Il se recrée une famille. Et le Seigneur des Anneaux, dont on parlait tout à l'heure en disant tellement de bien, n'est-ce pas, met en scène des situations de deuil, de séparation et des situations où on recrée des liens. Et Nicole Guedney a fait à Cerisy, il y a 2 ans, une conférence extraordinaire qu'on peut entendre en ligne. Si vous tapez son nom sur les moteurs de recherche, vous trouvez sa conférence en ligne, donc la conférence de Cerisy, où elle expliquait que les liens d'affection
recréé de manière assez inattendue entre les hobbits, ou même entre Gollum et un hobbit. Vous savez, la scène où Gollum se présente presque comme le grand-père de Frodo quand il le regarde dormir. Ou bien la figure de Gandalf, qui est une figure paternelle ou une figure d'oncle un petit peu par substitution. Les situations sont tellement récurrentes, ou bien les personnages qui tombent amoureux sous l'effet de la menace de la mort. On a toute une sorte de spectre des situations où s'établissent des connexions extrêmement fortes entre les personnages, qui sont sans doute une des traces les plus visibles de l'effet de la Première Guerre mondiale, en particulier sur le Seigneur des Anneaux. Alors Tolkien, effectivement, philologue, qui est un homme il y avait une espèce d'opposition au sein de l'université anglaise entre les langues et l'élite, ceux qui étaient des lettrés qui s'intéressaient à la littérature contemporaine et ceux qui considéraient qu'après Chaucer c'était la décadence, donc il fallait s'intéresser à tout ce qu'il y avait avant, notamment le vieil anglais, toute cette espèce de préhistoire de l'anglais. C'est un peu cette voie que choisit Tolkien, et donc il est d'abord professeur à Leeds puis Oxford à partir de 1925, et là Humphrey Carpenter résout la difficulté, puisque la vie d'un professeur entre correction de copie, soutenance de thèse, assurance des cours, cérémonie officielle, c'est un petit peu, alors là du coup un petit peu rectiligne, un petit peu monotone, et faut le dire totalement ennuyeux. Alors là il résout la question en faisant une journée type. Alors là c'est formidable, on a une journée type de Tolkien, depuis l'heure où il se lève et où il se bute contre les jouets de ces gamins qui traînent sur le tapis, jusqu'à l'heure tardive dans la nuit, où le professeur, toute toge tombée, rédige comme ça ses langues imaginaires, invente sa mythologie et crée ses personnages. Alors est-ce que c'était à ce point, à partir de 1925, c'est-à-dire pendant presque 50 ans, aussi facile à... Vincent Ferret. À résumer. Oui, effectivement, il a été enseignant à Oxford entre 1925 et 1959. D'ailleurs, l'année où il a livré un très très beau discours final, qui est son testament, si on veut, intellectuel, où il explique qu'il a essayé de réconcilier les linguistes et les littéraires pour essayer de faire vivre la littérature et la transmettre aux jeunes générations. Alors, pour le coup, Carpenter semble assez juste dans sa description d'une journée, puisque on retrouve un petit peu tout ce qui faisait l'emploi du temps de Tolkien. Donc, déjà l'importance de la famille, visiblement, et la correspondance en porte des traces. Tolkien était un père extrêmement aimant, très proche de ses enfants, créant pour eux des histoires, étant extrêmement attentif à leur égard. Les lettres au Père Noël. Alors le Père Noël, alias Tolkien, envoyait aux enfants des lettres armoriées avec des dessins sublimes. Chaque année, une lettre venue du pôle Nord. Voilà le genre de cadeau qu'il faisait. Ou bien, les exemples sont célèbres. L'histoire de Rover Random, pour consoler son petit garçon Michael, qui a perdu un jouet sur la plage. Tolkien passe d'abord 3 jours à retourner la plage de Galets pour retrouver le jouet, puis lui donne une histoire en cadeau pour réparer cette perte. Et puis on a le travail à l'université. Tolkien était dans énormément de commissions, de comités pour adapter le programme d'Oxford, pour examiner les thèses, pour maintenir une sorte d'idéal humaniste de l'enseignement dans le dialogue permanent avec les autres disciplines. C'est aussi quelqu'un qui a marqué l'histoire des langues anciennes britanniques à Oxford. C'est l'autre rail sur lequel avance le personnage. Alors, d'une part, on continue à lire les textes médiévaux, par exemple Sir Gawain et le Chevalier Vert, dans l'édition de 1925, à peine retouchée de Tolkien. Il a rendu disponibles les textes dont on était coupé. Il a complètement changé le regard qu'on pouvait avoir sur la littérature médiévale, en particulier sur Beowulf, à travers une conférence de 1936, qui reste un des textes les plus et un des articles les plus cités aujourd'hui, en 2014, de la langue anglaise, de tous les travaux universitaires en langue anglaise. Donc il a eu comme ça des actes à l'université absolument fondamentaux. Et puis on a effectivement une allusion au temps volé, c'est-à-dire les moments que Tolkien s'autorisait pour créer sa fiction, pour créer ses langues. Et la nuit, effectivement, il disait qu'il aimait bien se coucher tard. C'était le seul moment où il s'accordait un instant de liberté et où il noircissait des pages. C'est aussi la raison pour laquelle il lui a fallu du temps pour écrire Le Seigneur des Anneaux, mais également parce qu'il réécrivait sans cesse. Tout à l'heure, je faisais allusion aux versions multiples des mêmes histoires, mais il y a des versions multiples des mêmes textes. Christopher Tolkien a eu une difficulté et un mérite extrême à identifier les différentes strates. En fait, les manuscrits de Tolkien sont comme des manuscrits médiévaux. On a une écriture au crayon, puis à l'encre
On remet tout au dessinée, propre. Puis encre d'une autre couleur pour des corrections. Puis un crayon de couleur, puis de la craie. Il y a parfois 7 couches d'écriture qu'il a fallu déchiffrer. Mais ça, c'est la fascination du philologue qui analyse ces situations sur des documents historiques et qui les reproduit sur son propre univers. C'est quand même assez extraordinaire. Il devient lui-même son propre philologue. C'est ça. Et en fait, les deux versants, le Tolkien universitaire... C'est de l'auto-archéologie, presque. Le Tolkien universitaire et le Tolkien inventeur de langue et inventeur de fiction, vraiment sont des vases communicants. Et il y a l'idée qu'il peut faire passer dans ses romans l'amour qu'il a de cet héritage qui est un héritage commun à tous les hommes, qu'il refuse de voir confisqué par tel ou tel, alors par une élite intellectuelle, ou, et c'est la raison pour laquelle peut-être il a écrit la légende de Sigurd et Gudrun au tournant des années 20-30, ou par exemple par les nazis qui se réclamaient d'un idéal nordique, d'un inepte, j'allais dire, je faisais un lapsus, il était absolument furieux contre ce qu'ont fait les nazis de l'héritage nordique, le pervertissant complètement. Et alors lui, son geste est d'écrire un texte poétique pour faire savoir ce qu'est cette tradition nordique à l'origine pour éviter toute récupération politique qu'il exécrait. Mauvais genre ce soir, donc consacré à Tolkien. France Culture, Mauvais genre, François Angelier. Homide, un choix de Laurent Polleret pour illustrer l'univers de Tolkien. Alors on l'a mentionné, Vincent Ferret, Tolkien était catholique dans la très anglicane Angleterre, et c'est pas une position forcément évidente tout de suite. C'est d'ailleurs un aspect de son personnage qui a un peu gêné notre ami Pierre Dubois. La religion catholique a appesanti, je trouve, le style, l'approche du merveilleux de Tolkien, où le bien, le mal est lourd, c'est prêchi-prêcha, sans justement cette petite pointe d'orgue et de chant des oiseaux qu'on entend à l'extérieur, et sans la luminosité tamisée du vitrail qui vient inonder tout ça. Là,
on retrouve chez lui cette raideur, le péché, il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas de, les mots ne sont pas gourmands, les mots ne chantent pas, ils servent à quelque chose. Ça c'est du ciment, ça sert à, il y a de la cathédrale là derrière. Attention, on est en train de bâtir une église, on est en train de bâtir une cathédrale, et puis attention là, je veux voir qu'une seule tête. Il y a un peu de ça, alors que à Narnia, il y a une fantaisie. Et dans la littérature de tous ces anglicans, il y a ce merveilleux, comme chez Lewis Carroll. Alors que chez Tolkien, pourtant, il parle de rêve, il parle de tout est là, les fées sont là, les elfes sont là, les lutins sont là, les orques, les trolls sont là, mais ils sont statiques. J'ai l'impression, pour moi, qu'il manque de vie, qu'il manque d'amour, qu'il manque de dépasser les frontières. Ce que j'aime bien, par exemple, ma vision du fantastique, du merveilleux, c'est pas aller de l'autre côté, c'est pas franchir du pays enchanté. Ce qui m'intéresse, c'est les rapports entre d'un côté et de l'autre. C'est comment on y accède, et quand on y accède, qu'est-ce qui se passe, comment on en revient, les amours qu'il peut y avoir entre ce monde et l'autre, les fantômes, les êtres de passage qui viennent, et tout ce mystère. Or là, on a franchi, on est déjà de l'autre côté. On est déjà de l'autre côté, et ça devient, pour moi, du Walter Scott, ça devient un roman épique, un roman d'aventure auquel il manque le rêve. Merci à Vincent Ferret, c'est la fête ce soir. Effectivement, vision par Pierre Dubois assez radicale du catholicisme de Tolkien. Je pense pas que ce soit à ce point. C'est vrai que c'est une position minoritaire, mais elle a quand même été endossée, acceptée par comme une pléiade de grandes figures intellectuelles anglaises, depuis le cardinal Newman qui est un converti, Chesterton, d'autres figures comme ça. Et je veux dire, même Graham Greene, je pense, était catholique. Donc Tolkien n'est pas une figure solitaire, mais son catholicisme est un legs maternel, donc c'est une chose sacrée. Et puis il s'est déclaré catholique, mais ça n'était pas il passait pas son temps à brandir le goupillon. C'était pas un bigot ni un clérical. Non, je suis très surpris de ce que dit Pierre Dubois, de tout ce qu'il vient de dire là, parce qu'au contraire, on trouve le rêve dans Le Seigneur des Anneaux, et il reprochait précisément à son ami C.S. Lewis de mettre trop en avant la religion chrétienne, comme il le reprochait au texte arthurien. D'accord, il reprochait à Lewis d'être vraiment dans l'apologie, alors que pour lui, la religion est manifestement une affaire privée. Vous venez de le dire, c'est lié à sa mère, c'est lié à une foi personnelle intense. Alors, il n'est pas isolé, il n'est pas seul, mais ce sont des questions qui le passionnaient intimement. Vient de paraître aux éditions Bragelonne un volume dirigé par Michael Deveau, intitulé Tolkien, l'effigie des elfes, qui contient des pages inédites en anglais et en français, écrites par Tolkien sur le devenir des elfes, sur la réincarnation et donc sur le rôle de la religion. Mais ce sont des textes relativement tardifs, écrits entre les années 59 et 72, qu'il ne destinait pas forcément à la publication, qu'il écrivait pour lui-même. Il a au contraire décidé, dans Le Seigneur des Anneaux, de rester très en retrait, de se placer l'histoire dans un monde d'avant l'avènement de la religion chrétienne, et de rester dans l'implicite. Alors il y a une forme de spiritualité dans Le Seigneur des Anneaux, mais elle est vraiment diffuse. Donc la question de la religion chez Tolkien, c'est certainement une clé absolument fondamentale pour comprendre le Silmarillion, la création de l'univers, mais on peut très bien lire Tolkien, et le succès de Tolkien dans le monde entier le montre, sans cette clé de lecture. Mais est-ce qu'il y a chez Tolkien la figure du Messie salvateur, d'endosser la souffrance des autres? Est-ce qu'il y a la dimension de la charité, la dimension du messianisme? Alors ça, on trouve effectivement certaines vertus incarnées dans des personnages comme Aragorn et Frodo, le porteur de l'anneau. À la fois l'espérance, la charité, une forme d'humilité. N'oublions pas que les hobbits font 1 mètre de haut, et ce sont eux qui vont accomplir la quête en échouant.
Donc il y a une forme d'humilité, on ne peut pas vaincre l'ennemi forcément et on ne peut le vaincre qu'indirectement. Frodo a indéniablement des traits christiques, des blessures qui le marquent. Il y a des dates clés, des dates comme celle du 25 mars par exemple, ou des dates en décembre qui sont des signes discrets, mais volontairement discret. Tolkien a toujours préféré rester dans la retenue de ce point de vue-là, alors qu'il a été beaucoup plus explicite dans sa correspondance ou bien dans des textes comme celui que je viens de mentionner. Se présentant même comme un catholique martyr. Alors, je ne sais pas à quelle lettre vous faites allusion. La lettre 83. Ah, la lettre 83. Pourtant, je l'ai traduite, celle-là. Mais en fait, il doit penser au fait que sa mère Voilà, c'était la question de sa mère. C'est ça. Sa mère, en fait, est morte dans le dénuement, pratiquement. En tout cas, secourue par le père Francis Morgan, qui est devenu le tuteur des enfants Tolkien, parce que sa famille lui a tourné le dos lorsqu'elle s'est convertie en 1900. Donc, certainement, la question du choix religieux et de la mort de la mère sont liées dans son esprit. Voilà la BO du film d'Arnaud Despalières, Colas, d'après Michael Colas de Kleist. J'aimerais qu'on vienne un peu en conclusion de ce long débat sur contradictoire sur Tolkien, Vincent Ferret, sur justement cette idée de la langue de la mer des langues, faire des jeux de mots, de lacanisme de supermarché, mais c'est un peu ça, la langue de la mer, entraîne la recherche de la mer des langues. Il faut essayer toujours de trouver une sorte de sous-texte qui est encore en dessous du texte, ou la quête d'une espèce de langue originaire, sans vouloir créer une sorte de pseudo-langue fondamentale. Ça c'est très étonnant chez Tolkien, c'est cette espèce de dimension affective, psychanalytiquement intéressante du legs maternel qui se transforme en vocation universitaire à dimension philologique. C'est très étonnant de voir les deux comme ça en conjonction. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a d'une part le fait que c'est la mère qui a légué la langue latine et la langue anglaise à Tolkien. Il a d'abord été étudiant à Oxford pendant 2 années en lettres classiques, comme on dit. Mais il n'était pas très assidu parce qu'il s'est mis à s'intéresser à toutes les langues germaniques et nordiques et il a bifurqué au bout de 2 ans. Et oui, c'est qui est intéressant. Il s'intéresse à... Bon, latin, grec, ça ne lui plaît pas. Les langues germaniques... Ça lui plaît, mais ça l'intéresse, mais pas plus que ça. Les langues germaniques, bof. Et puis, il finit par trouver quand même une espèce d'espace de recherche linguistique qui lui convient. Et pourquoi ça lui a convenu ? Parce que c'est un lieu, donc ça, vous renvoyez ici à des variantes, à des dialectes du vieil anglais. Ça renvoie à un ancrage géographique qui lui permet de savoir de sa manière d'où il vient.
à la fois parce que cette langue est liée au royaume de Mercie, est liée à des lieux qui vont devenir des centaines d'années plus tard les lieux où vont marcher ses propres ancêtres, venus d'Allemagne au XVIIIe siècle, et des lieux dans lesquels vont s'ancrer les membres de sa famille. Et c'est totalement assumé chez lui l'idée qu'il y a une dimension à la fois intellectuelle et affective, on dirait humaniste, à travailler les langues, que les langues ne sont pas des choses inertes, mais des éléments qui évoluent dans le temps parce qu'elles sont parlées par des locuteurs qui les transforment, et qu'il y a un plaisir esthétique à parler des langues, à les étudier, à les partager. Il y a une esthétique de la philologie et de la pratique linguistique. Une esthétique philologique. Tolkien, on le disait tout à l'heure, aimait beaucoup déclamer les textes. Il déclamait le vieil anglais pour surprendre et faire plaisir à ses étudiants. Il aimait le théâtre. En fait, il aimait Shakespeare, quoi qu'on en dise, mais il lui reprochait certaines transformations, en particulier dans Le Songe d'une nuit d'été. Mais il trouvait intéressante sa réutilisation de certains mythes, en particulier dans Macbeth, certaine utilisation d'un legs ancien auquel lui-même a essayé de donner une interprétation. Il pratiquait beaucoup Shakespeare et il l'a joué au théâtre, il a incarné divers personnages en se glissant à chaque fois au cours de sa scolarité dans des univers très syncrétiques. Il était capable de jouer dans des pièces d'inspiration grecque comme dans des pièces plus modernes, de faire des parodies en latin de batailles de rugby. Pas de bataille, mais c'est ça. Donc il avait une grande capacité, une plasticité intellectuelle et linguistique, et petit à petit, en prélevant à la fois dans le gallois, dans le finnois, dans le latin, il a créé des langues qui lui plaisaient particulièrement. C'est ça, en particulier les deux langues elfiques dont on parle le plus souvent, le Quenya et le Sindarin, qui sont les langues dont il a élaboré l'alphabet, la grammaire, le vocabulaire. Et surtout leur évolution au fil du temps. Et en plus de ça, oui, il les a travaillées comme des langues poétiques réelles. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il a mis au service une sorte de rationalité scientifique au service d'un matériau imaginaire. En n'hésitant pas à faire une entorse aux règles qu'il avait créées, c'est-à-dire à inventer de nouvelles règles après coup pour justifier le beau résultat qu'il avait obtenu, comme un musicien obtient une belle note. Quand M. Bilbo Bessac de Cul-de-Sac annonça qu'il célébrerait bientôt son 11e anniversaire par une fête magnificence exceptionnelle, il y eut force agitation et rumeur à Hobbitville. Bilbo était très riche et très particulier, et il y avait 60 ans que le comté s'étonnait de lui, depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient désormais une légende locale, et l'on croyait généralement, quoi qu'aient pu dire les aînés, que la colline de Cul-de-Sac était criblée de tunnels bourrés de trésors. Et si cela ne suffisait pas à assurer sa notoriété, sa vigueur prolongée avait également de quoi surprendre. Le temps passait, mais semblait n'avoir que peu d'effet sur M. Bessac. À 90 ans, il en paraissait encore 50. À 99 ans, on commença à le qualifier de bien conservé, mais inchangé eût été plus exact. Certains secouaient la tête et disaient que c'était trop beau pour être vrai. Il semblait injuste que quiconque puisse jouir d'une jeunesse perpétuelle, à ce qu'il semblait, en même temps que d'une fortune inépuisable, à ce qu'on disait. Il faudra en payer le prix, disait-on. Ce n'est pas naturel et les ennuis viendront. Voilà les premières lignes de la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux, la Fraternité de l'Anneau. Donc une traduction assurée par Daniel Lauzon, donc qui renouvelle complètement, 40 ans après Francis Ledoux, eh bien la lecture et la perception qu'on peut avoir de l'œuvre de Tolkien. Peut-être que ça va vous permettre, Jean-Pierre, de changer de point de vue sur ce grand chef-d'œuvre. Oui, c'est tout à fait possible, parce que la manière dont vous me l'avez lu m'a donné un côté retenu. Qui est l'opposé de Poul Anderson, que je défends tant, parce que pour moi c'est un grand oublié. Et je sortirais bien d'ailleurs ma carte Poul Anderson. Alors allons-y, Poul Anderson, parce que Monsieur Jean-Pierre est arrivé avec une carte dans sa manche. Pour vous dire que si Tolkien maintenant est quand même quelqu'un de reconnu,
Poul Anderson, lui, ne l'a pas été, suite à des bêtises 68ardes, Andrevon et autres écrivains gauchisants, le bannissant, alors même qu'il était l'homme qui avait eu 7 Hugo. Et Hugo, c'est les grands prix c'est de les grands SF, prix de science-fiction américains. Et là, on est dans la clameur du barde. Donc c'est totalement l'opposé. Et si je vous lis quelques lignes, vous allez me comprendre, mais j'allais dire qu'on est dans la complémentarité. Lisez. Et je vous lis un extrait de L'épée brisée au Bélial. Imric n'eut qu'un bref aperçu d'une massive silhouette encapée, chevauchant une monture plongeant vers la terre. L'éclat de la lune accrocha la pointe de sa lance et son œil unique. Il traversait les cieux à la tête de sa troupe de guerriers morts, et les chiens aux yeux de feu aboyaient comme le tonnerre. Sa corne hurla dans la tempête, les sabots de sa monture tambourinaient comme la grêle tombant sur un toit, et la pluie se déchaîna sur le monde. Donc là, on est plus directement dans le barde issu du Beowulf, c'est-à-dire dans quelque chose qui est presque fait plus pour être scandé que lu. Mais je dirais que pour moi, je veux bien réévaluer ma position sur Tolkien, mais jetez un œil sur Poul Anderson. Absolument, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, on signale le dernier volume paru aux éditions du Bélial. Aux éditions du Bélial, L'épée brisée, parce que en France, on va vite à monter les écrivains tout en haut, et le fait qu'à partir des années 68, Poul Anderson et Heinlein aient été considérés comme des fachos, c'est une hérésie. Remettons les choses à l'heure. Voilà, elles l'ont été. Merci Jean-Pierre. Alors, Pierre Dubois, on l'a entendu plusieurs fois dire tout le bien qu'il pensait de Tolkien au long de cette émission de Mauvais Genre sur France Culture ce soir. Mais il est également avec nous au micro de Céline Duchesnay à cause d'un livre qui sort aux éditions Ébec, Le Royaume du Nord et des Trolls. Et donc, on l'écoute en conclusion donc de cette partie consacrée à Tolkien et la fantasy. Donc, nous parler des trolls. Dans le choix de la couverture, c'est un Bauer, c'est un dessin de Bauer où on voit donc ces personnages énormes, ces trolls qui sont ils sont pas très beaux, il faut bien reconnaître quand ils ont mais c'est la beauté de la nature. Elle est rude, donc il y a donc un nez énorme parce qu'il faut renifler de loin la chair fraîche et de loin toutes ces senteurs. Il est cornu aussi. Alors c'est important aussi là-bas parce que le Yule Book, enfin, c'est le bouc de Noël. C'est le premier Père Noël, quoi. C'était un tome, c'était une espèce de petit troll, quoi, enfin, de personnage sauvage, qui était à cheval sur un bouc. Et, quelquefois, c'était les deux en même temps. Il était confondu au bouc. Et là, on revient au vieux dieu, à notre premier vieux dieu, quoi, le dieu cornu qu'on voit sur les cavernes, c'est le dieu cornu, et dont on a fait le grand dieu Pan, et puis Cernunnos, et puis le diable après, donc lorsque l'Église a voulu brûler une fois pour toutes ce vieux dieu païen. On a dit c'est le diable, il y a les pieds de bouc, les cornes, etc. Et donc ils sont cornus, il y a les cornes, et ils sont couverts de cheveux, ils sont velus. Mais c'est du poil en même temps, et en même temps, on a l'impression que c'est de l'herbe, c'est de la fougère, c'est du lichen, c'est de la mousse. Ils sont vraiment nés de la terre, on les voit sortir de la terre, ces trolls, avec des gestes maladroits, ils sont puissants. Alors on les dit bêtes aussi, mais oui, on peut quelqu'un de rusé peut réussir même à les tuer. Alors, on raconte aussi qu'ils se transforment en n'importe quoi. Ils peuvent se faire petits, grands, se transformer en animal, en arbre, en rocher. Ce qui fait aussi que quelquefois, il y a une espèce de dicton des pays scandinaves qui dit qu'il ne faut pas s'étonner si on voit un rocher vous faire un clin d'œil. Parce que nous, ça paraît des histoires pour enfants ou des blagues, mais eux, ils croient vraiment à cet esprit des lieux, à ces esprits de la terre, à tel point qu'en Islande, par exemple, lorsqu'ils doivent construire une route, ils vont voir d'abord si ça ne traverse pas une colline creuse ou un rocher des elfes ou un rocher donc des trolls. Attention, s'ils vivent là, il vaut mieux contourner la route
C'est une forme d'écologie, alors que nous, on a avec nos gros sabots, avec les TGV qu'on va encore construire, et puis les Central Park, etc., ça m'étonne pas qu'on ait plus de trolls, on ne les mérite pas, on ne les mérite plus. Et là, donc, il y a ce côté sauvage, ce côté brutal, et brusquement, entre leurs jambes, il y a un petit être féminin, qui est une espèce de petite princesse, qui est la lumière. On a l'impression alors qu'elle est extrêmement fragile, alors qu'elle est extrêmement fluide, presque inexistante, elle est presque plus forte qu'eux. Parce que la lumière passe à travers la forêt, même la plus épaisse. Hein, c'est vraiment un petit rayon de soleil et qui prend vie, et qui prend une vie féminine, parce que c'est l'âme de la forêt aussi. C'est l'âme de la forêt et c'est le printemps en même temps. Pierre Dubois, est-ce que vous avez déjà vu des trolls ? Non, j'ai pas spécialement vu de trolls, quoique j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un troll un jour dans le feuillage d'un arbre. C'était à Rennes, 2-3 fois même. Et c'est typique aux trolls, c'est-à-dire qu'ils apparaissent et ils disparaissent très vite. On dit en fait qu'on peut les voir le temps d'un battement de paupières. Ce qui fait qu'il semble brusquement évident qu'il est là, dans le feuillage. On voit sa tête, on voit sa trogne, mais c'est... Et puis, un coup de vent dans le feuillage, et hop, il a disparu. Par contre, pour les petits êtres, j'ai eu aussi la sensation de présence presque physique en Irlande. Il y a un pont de pierre qui s'appelle le pont du roi Rory. Et lorsqu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Et il y a eu ça un petit peu. Je me suis retrouvé dans une espèce de... pratiquement une forêt de rhododendrons, avec une rivière qui était vraiment couleur d'or, qui courait sous ces rhododendrons en fleurs. Et il y avait des gros arbres par au-dessus qui donnaient une obscurité là-dessus comme une voûte de cathédrale. Et brusquement, il y a eu une espèce d'envol, peut-être de libellules, etc., mais avec la lumière, l'éclat. J'ai eu l'impression vraiment que c'était un essaim de fées, quoi. Un essaim de Pillywiggins, qui sont des petits êtres de la forêt qui ressemblent à la fois aux fées, aux insectes, aux papillons et aux petits elfes, quoi. C'est scintillant, ça bruissait, et j'avais l'impression qu'il y avait comme une cascade de rire argentin en même temps. Jean-Pierre, sur le Bauer, le dessinateur phare du livre de Pierre Dubois. Alors, je suis jaloux parce que je croyais être le premier, mais moi je raconte la vie de Jacques Boer. Bravo. Formidable, voilà. C'est le raccourci. C'est lui qui l'a. La vie de Boer dans mon interminable machine à rêver. Et effectivement, en découvrant les détails de sa vie et sa mort tragique, noyé à côté de la forêt qu'il aimait tant avec sa femme et ses enfants, je me suis dit que la manière dont il dessinait les trolls, il les avait peut-être vus. Et j'ai demandé à un dessinateur, spécialisé dans les créatures magiques, s'il pensait que Boer avait vu les trulles. Et il m'a dit indubitablement, il a vu quelque chose, c'est impossible autrement, à force d'errer dans les forêts, il a vu quelque chose. Et ce dessinateur, c'est John O, qui a donc travaillé sur le Seigneur des Anneaux. Vous voyez qu'en fin de compte, tout se rencontre et se court-circuite. Quant à David Calvo, il a l'impression d'en avoir vu un à la périphérie de sa vision. Bah justement. On va parler bientôt de David Calvo, un des auteurs phares de La Volte. Mais découvrez Boer, peintre mondain de trolls, car il les a vus. Et Pierre Dubois.
Attention. Andrew Lies, un choix de Laurent Polleret. Alors, en 2004, Mathias Echner, apprenant que Alain Damasio avait des difficultés certaines à publier La Horde du Contrevent, décide de contre-attaquer. Alors, c'est un peu ça, Mathias Echner. On crée une maison d'édition, soit pour des raisons, je dirais, religieuses, politiques, commerciales. Vous, c'est pour venger un coup du sort. On peut en savoir un peu plus ? Je vais raconter la vérité, alors oui. La vérité, la vérité commence à La Zone du Dehors, en fait, son premier roman. D'Alain Damasio. D'Alain Damasio, oui. C'est-à-dire que ça arrive de temps en temps, il y a des auteurs qui connaissent personne dans l'édition, ils connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un. Donc il m'est arrivé à une soirée pour me parler de philosophie et il m'a remis un texte et qui était La Zone du Dehors. Voilà. Mais donc c'était peut-être dans les années, enfin c'était en 95 peut-être, je sais pas. Et là je travaillais dans l'édition et j'ai vraiment cherché beaucoup d'éditeurs pour publier ce texte, ce roman qui avait été un choc pour moi. Donc ça s'était avéré être un roman, ce qu'il ne m'avait pas dit, une anticipation. Et là, il y a vraiment eu des refus partout. Et on l'a publié avec un ami qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait Silibris, et qui a eu un petit succès. Mais Silibris diffusait uniquement par Donc, Internet. qu'est-ce qui gênait dans La Zone du Dehors ? Peut-être l'aspect science-fiction et que beaucoup d'éditeurs n'en faisaient pas. Enfin. Et en même temps, qu'Alain Damasio n'était pas allé à l'époque vers les débitants agréés, les spécialistes, oui, les fournisseurs. c'est moi qui m'en occupais. Je m'étais adressé à des éditeurs de littérature générale aussi, et beaucoup, et aussi des spécialisés. Donc, oui, on a eu de tout. On a eu parfois des belles remarques, mais en tout cas, peut-être que ça paraissait être un enjeu trop important, un défi trop grand, un risque majeur. Du coup, voilà, il y a eu chez Silibris. Et puis, quand Alain a eu le projet, Alain peut mettre 7 ans pour concevoir et écrire un livre, il s'engage beaucoup, ça touche la langue, la narration, les idées. Bon. Et le projet de La Horde du Contrevent avancé, je l'ai proposé à un éditeur très important dans la science-fiction qui est mort, qui s'appelle Jacques Chambon. Bah oui, dont qui on était chez salue la Flammarion. mémoire, qui est venu souvent à Mauvais Genre pour présenter notamment Dan Simmons. Bien sûr. Il était chez Flammarion, j'étais chez Flammarion à ce moment-là aussi. Et donc je les ai présentés, ça commençait à bien se passer. En même temps, nous on pensait qu'enfin un vrai éditeur allait le cadrer parce que il avait comme projet, tenez-vous bien, de faire un livre sur une horde de gens qui remontaient le vent, et il y avait 23 narrateurs. Ça ne se fait pas. Et donc ils ont commencé un peu à se chamailler, mais et derrière, moi je comptais aussi que La Zone du Dehors passe en poche du coup. Bon, l'histoire avait à peine débuté que Jacques est mort, donc c'est là qu'Alain est venu me voir pour m'obliger à monter la maison d'édition. Voilà. Pour me convaincre. Oui, il m'a convaincu. Voilà, il est venu. Faut dire que la Horde du Contrevent est quand même un des monuments, on peut dire, de la fiction sur les 25 dernières années. Et l'histoire de cette planète ravagée par un vent glacé, et c'est cette horde qui remonte vers les sources du vent, avec tout un tas de péripéties, chaque personnage ayant une sorte de logo, on peut le dire, un langage à lui, un monde tout à fait extraordinaire. Effectivement, si vous n'aviez pas créé cette maison d'édition, et si le livre n'était pas paru, il y aurait quand même eu là un déficit certain dans l'histoire récente des littératures de l'imaginaire. Donc une maison qui est créée pour qu'un livre soit sauvé existe, oui, et soit sauvé de l'oubli. Mais alors une fois que le livre a été, en plus il n'a pas été fait n'importe comment, il y a une très très joliment maquetté, papier ivoire, je pensais même qu'il y avait un disque en même temps. Il y a une bande originale de livre il y avait de la musique. Voilà. On avait fait un site, on avait fait beaucoup de lancements, on a fait beaucoup de choses. Oui. Donc il y avait de votre part une croyance totale dans ce livre, enfin quelque chose qui s'était passé, quelque chose qui n'était pas de l'ordre du bon manuscrit, je l'ai dit, il y avait quelque chose de plus. Oui, une fois. Et en même temps, j'aurais beau jeu aujourd'hui de dire que je croyais que ce serait, je savais que ce serait un livre, qui se vendrait beaucoup, voire un best-seller. N'ayons pas peur des mots. Non, c'était pas le cas. C'était un livre très très important qui m'a amené à monter une maison d'édition et aussi de me dire, il me manquait, d'après moi,
en tant que lecteur, je suis pas un spécialiste de science-fiction ou de littérature. Je lis beaucoup, j'aime bien, et il manquait, je trouvais pas les lectures que j'avais pu trouver en présence du futur des années 90, par exemple. Et du coup, voilà, c'était aussi l'occasion d'aller plus loin. Mais je pensais que ce livre était très important, et je pensais en fait que dans le milieu de la science-fiction, on va dire que les gens allaient plutôt s'opposer pour savoir si c'était de la science-fiction, de la fantasy ou un autre genre, parce que c'est un livre inclassable, d'après moi. Et peut-être que tous les livres le sont. Et en fait, l'accueil a été, il y a eu beaucoup de faits qui se sont penchés sur le berceau de la Horde du Contrevent. Et dont Mauvais Genre à l'époque aussi. Tout à fait, oui. Jacques Baudou nous avait dit, mais attendez, c'est un chef-d'œuvre, mobilisez-vous. Nous sommes mobilisés. Absolument. Avec un certain délai, mais on s'est mobilisé. Et des auteurs qui l'ont offert, voilà, donc voilà, une histoire, un conte de fées. Oui, mais vous avez choisi aussi, comme vous n'êtes pas du petit milieu de la science-fiction, de faire des livres, et j'en ai 2 devant moi, qui n'ont pas cette espèce d'aspect rétroactif de la plupart des livres de science-fiction qui chassent beaucoup de lecteurs, je pense, qui sont ces femmes brochées sur des dragons géants qui n'ont rien à voir avec le contenu. Là, j'ai des livres qui ressemblent à des livres importants, mais où il n'y a aucune indication, j'allais dire, très presse pocket années 70. Et moi, quand j'ai découvert les livres de la Volte, je me suis dit, tiens, c'est des livres. Et après, quand je vois la liste et quand je regarde Clameur, Portrait volté, où il y a de longs interviews qui sont tous passionnants, parce que je ne sais pas qui les a... Combalot a très bien fait son boulot, généralement les interviews sont inégaux. Là, chacun des parcours est décrit assez longuement, et je me dis que quand je vois la liste dessus, je me dis, à part Gessler, et 1 ou 2 autres camarades comme... notre ami qui a eu le Grand Prix récemment de l'imaginaire, Clotzer, absolument. Je me dis, tout le monde est là. Vous avez récupéré pratiquement tout le monde. Donc, je veux dire tout le monde, y compris Curval, qui s'avère avoir de l'humour. C'est nouveau, ça vient de sortir. Y compris Léo Henry, qui fait une très belle récupération, ça c'est dans un autre livre dont je vais parler, de Erckmann et Chatrian, écrivain que j'adore. Ça c'est dans... Faites demi-tour dès que possible, le recueil régionaliste. Moi, j'ai lu pour l'instant que le Léo Henry, le David Calvo et le Curval. Je suis content. Et je suis content parce que on a l'impression d'une science-fiction traitée au sérieux, prise au sérieux. Et quand on voit le parcours des écrivains, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ne sont pas forcément des amateurs de science-fiction eux-mêmes. Certains y sont arrivés par hasard, certains par d'autres biais, certains connaissaient déjà la science-fiction, mais il n'y a pas les références obligatoires qui, il y a quelques années, entachaient la science-fiction, c'est-à-dire que on disait, j'ai voulu faire un roman justement à la manière de Heinlein, ou j'adore Van Vogt et Dick, alors je me suis dit, pourquoi pas moi Là, j'ai l'impression que vous êtes au tournant du millénaire, mais l'écriture des auteurs qui se regroupent à la Volte est au tournant du millénaire. Ce n'est plus cette écriture de science-fiction terriblement datée où on a pendant longtemps copié le modèle américain comme pour les séries et où on se disait pourquoi lire le light alors qu'on peut avoir le lourd en anglais. Ce qui a fait décrocher un certain nombre de gens de la science-fiction, je pense à Moebius, à qui je disais il y a un truc pas mal qui est sorti d'Orson Scott Card, il disait non mais ça, la science-fiction, moi ça fait 10 ans que je peux plus là. J'en ai lu pendant 30 ans, là je peux plus. Eh bien moi, à un moment, je me suis dit je peux plus. Et maintenant, grâce à des gens comme vous, je me dis je peux. Je peux parce que il s'agit de textes assez riches, assez forts et assez surprenants. Parce que moi, ce que j'attends de la fantaisie de la science-fiction, c'est qu'on me surprenne, qu'on m'emporte, qu'on me fasse rire, qu'on me fasse peur, mais surtout qu'on me déroute, qu'on me fasse sortir de mon chemin, et que pendant quelques instants, je crois à l'incroyable. Moi, je ne crois qu'à ce que je ne vois pas. Et là, on me montre des choses que je n'ai pas vues. Voilà. Mathias Echner. Oui, d'accord. Non, je suis... D'abord, j'ai le même goût. J'ai le même goût.
j'aime être surpris moi-même. Enfin, moi, j'ai la chance, du coup, par rapport à cette histoire-là, c'est d'abord j'ai un travail par ailleurs. On a créé une sorte de Vous travaillez de dans lieu. l'édition par ailleurs. C'est Oui, ça qui est... j'ai pas dit dans l'édition, mais Voilà. c'est dans l'édition en effet. Mais la Volte, c'est juste c'est un lieu où on peut se permettre des choses incroyables et on s'est créé cette chance. Après, c'est aux auteurs d'écrire. Et du coup, mon goût, c'est, je sais pas si c'est de la science-fiction. Enfin, ça touche toujours à l'imaginaire. C'est très clair. J'aime être également dérouté. J'aime être frappé. J'aime être dérangé. J'aime être, voilà, je suis très très sensible aux mots, quoi. Enfin, à la littérature, à l'écriture. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup des livres de la Volte qui ont, tous, une écriture très très singulière. Ça vous rejette à la rigueur ou ça vous happe, mais pas entre les deux. Hein. Oui, mais en fait, vous rejoignez la littérature générale au Bien moment où les soi-disant littérature générale, c'est Houellebecq ou Cormac McCarthy qui font de la science-fiction. Oui. Mais c'est pas écrit dessus. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes, nouvelle de Léo Henry, donc paru dans ce recueil. Faites demi-tour dès que possible. C'est plat, ça roule bien, les jambes déliées tricotent. De temps en temps, un poisson au dos gris vient clapper en surface. De part et d'autre du canal, les champs buissonnent d'herbes folles. On double des villages tout à fait désertés, les toits ouverts accueillent des nichées colossales. Et puis, sur le chemin de halage, un bonhomme apparaît. Marchant au pas d'un ânon glabre, main sur le col. Erckmann donne de la sonnette pour s'annoncer. Lève le poing par réflexe, l'autre lui montre sa paume et les trous d'un sourire. Tout le monde s'arrête. Des voyageurs, quelle aubaine. Vous devez tout m'apprendre, vous qui venez de loin. Avez-vous vu les dieux bleus du Tibet? Les clochers d'Agartha? Nous ne venons que de Paris, s'excuse Émile, quartier de la gare de l'Est. Nous sommes Erckmann et Chatrion. Rabbi Sichel, enchanté. Et voilà Hérode, mon vieux compagnon. Êtes-vous familier de l'art de la Kabbale? Les écrivains poussant, le vieux juif devisant, l'âne chassant de la queue d'imaginaires moucherons, ils arrivent bientôt là où ils doivent aller. Une cagna de pêcheurs aménagée en labo d'alchimie, en cuisine du dimanche. Des goujons vidés et écaillés attendent sur le plan de travail à côté d'un saladier rempli de pâtes à beignets blondes. Mettez l'huile à chauffer, voulez-vous? Je prépare un dessert, intime le rabbi. Et bientôt les pommes, les raisins au rhum, les œufs battus tombent dans le moule à pudding, lustré de sucre chauffé à brin. Erckmann trompe la veste et retrousse ses manches pour plonger les poissons dans le bain de friture. Chatrian sort des réserves un Rudesheim solide, puis va dresser la table au soleil et à l'abri du vent. C'est l'endroit idéal pour mener des recherches, explique le Balkelbolke, kabbaliste rhénan. Voilà l'extrait de Mon Dieu qu'il ferait bon sur la terre des hommes de Léo Henry, donc contenu dans ce recueil de La Volte. Fait le demi-tour dès que possible. La Volte, moi, me fait penser à cette autre maison d'édition qui s'appelle Le Dilettante, où on a une fidélité aux auteurs, où on choisit, on travaille à partir d'auteurs, on compagnonne avec des auteurs, on publie plus des auteurs que des textes, j'ai l'impression, et c'est des rapports personnels. Et là, j'ai vraiment ce sentiment en voyant la liste des auteurs avec qui vous travaillez, Mathias Echner, que ce soit Jacques Barbéry, il y a beaucoup de textes, Stéphane Beauverger, Alain Damasio, donc le père fondateur, Philippe Curval, Valerio Evangelisti, qu'on a d'abord connu chez Rivage avec la série des Emmerich et qui donc est revenu chez vous, nombreux titres, Jeff Noon, dont vous êtes quasiment le diffuseur agréé, et puis Léo Henry. Alors Léo Henry, quelle est un petit peu votre histoire avec la Volte? Alors moi, j'ai été récupéré par la Volte. En fait, c'était un peu. Récupéré par la Volte. C'est un peu un hasard. En fait, Parlez dans le micro, vous en voudrez pas. On a fait un premier bouquin avec mon camarade Jacques Moukieli à l'époque, et la Volte faisait partie des 5 éditeurs à qui on a envoyé le livre. Et la Volte a jamais répondu parce qu'on a découvert par après que la Volte
tardé assez à répondre. Mais donc, entre-temps, on a trouvé un autre éditeur, on a publié le livre, et à la soirée de lancement du livre, Norbert, qui travaille à la Volte, a dit « Ah, j'ai lu le manuscrit là, il y a 2 mois, j'étais en train de discuter, ça nous aurait intéressé, mais on a vu que vous aviez un autre éditeur. » Et du coup, entre-temps, Alain Damasio donc, a lu le manuscrit, enfin a lu le livre que la Volte n'avait pas eu le temps de lire, et il a commencé, tu m'arrêteras si je me trompe, à faire suer Mathias en lui disant « Mais comment t'as réussi à rater ça ?» Voilà. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cet écho du fait que Alain était très enthousiaste. Ensuite, Alain est venu nous chercher, Jacques et moi, pour un boulot sur un jeu vidéo. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a connu Alain, et c'est comme ça que du coup j'ai rencontré Mathias et que je suis devenu un auteur de la Volte. Mais alors le fait d'être un auteur de la Volte, quel est pour vous, si vous deviez, Léo Henry, définir la spécificité, la nature même, je dirais, à la fois du groupe d'auteurs? Le catalogue n'est pas énorme, mais il est très choisi. On sent que ce sont des personnalités qui sont élues d'une certaine façon. Comment vous pourriez-vous définir cet ensemble? Et comme Mathias l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment des goûts communs. Enfin voilà, c'est en apprenant à découvrir les autres auteurs de la Volte, déjà dont souvent j'aime les bouquins, on partage des goûts, et voilà, Présence du futur des années 90. Quels auteurs par exemple? Et moi c'est les premiers Brussolo par exemple, voilà. c'est vachement important. Enfin c'est la limite. Enfin c'est cette partie-là de la science-fiction Le Vieux en coupe d'une ville malade, le diable au chapeau melon. Voilà, c'est ça. Et ça, et le souci, je pense que la Volte c'est un bon endroit pour faire mes bouquins aussi, parce que moi j'ai ce problème de classification, c'est-à-dire que je fais de la science-fiction parce que ça m'est naturel. Je lis aussi beaucoup d'autres choses, et en fait depuis le début de ma carrière on m'explique que je fais pas vraiment la vraie science-fiction, donc c'est un bon endroit d'être chez un éditeur qui fait pas vraiment ça non plus. Vincent Ferret, vous êtes un lecteur de la Volte, un futur lecteur de la Volte. Là, avec ce que j'entends, mais en revanche, oui, Damasio fait partie des auteurs qu'on commence à étudier à l'université. J'ai des étudiants qui travaillent au niveau master sur cette littérature, et puis j'ai beaucoup d'amis universitaires, l'équipe par exemple de Res Futurae, Irène Langlais, Anne Besson, qui travaillent sur cette littérature. Mais la science-fiction à l'université a été vraiment un objet d'étude extrêmement important depuis une quinzaine d'années, je dirais, avec du côté québécois des gens comme Richard Saint-Gelais. C'est aussi un corpus qui permet de penser d'une manière absolument passionnante la littérature et la fiction. Donc je suis croyant plus que pratiquant, faute de temps, mais je pense que je vais pratiquer. Vous allez pratiquer. Mais c'est plus tellement la science-fiction qui est votre affaire. Mathias Echner, Jean-Pierre vient d'évoquer, et Léo Henry vient de se cataloguer lui-même comme incatalogable. On est dans une espèce d'imaginaire en liberté. Adieu les labels, adieu les étiquettes, les plaques vissées sur le dos. Là, on est maintenant dans une sorte d'imaginaire total, quoi. Il n'y a plus besoin de se justifier, que ce soit du polar, de la SF, de la fantasy, de l'horreur. Là, maintenant, il y a une sorte d'élan comme ça, qui n'est plus... Oui, alors c'est comme ça que je l'aurais dit peut-être il y a quelques années, et en même temps, donc, puisque c'est de se dire, on publie ce qu'on aime. Enfin, quand je dis aimer, c'est même plus fort. On n'est pas obligé de faire des livres, de les produire, on n'a pas de salariés à payer, pour le dire comme ça, et donc... ça se fait comme ça, et je dirais que aujourd'hui on est quand même souvent en train d'essayer de trouver des repères pour des lecteurs. Il faut aussi les aider, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu le fil. On parlait de science-fiction tout à l'heure, de la science-fiction, parce que tous les repères ont été noyés, et pas seulement à cause de couverture. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de repères, en définitive? Voilà, on va dire une maison d'édition, une société qui doit gagner de l'argent ou faire vivre des salariés, tout ça. Elle va se poser ces questions-là. Elle va essayer de se positionner tout. Nous, on peut réfléchir au positionnement. On fait en sorte de vendre les livres, parce que les auteurs sont pas là pour que les livres restent confidentiels. Mais le reste, on s'en fiche. Oui, parce que voilà, on reste ouvert, mais il faut. Enfin, voilà, une quatrième de couverture, c'est comme une clé. Une couverture, c'est comme une clé. Les gens ont besoin de donc peut-être pas des repères, mais de clés. Des clés, mais des clés qui sont maintenant directement liées au texte lui-même, et non pas, je dirais, un référencement. La Volte, pour moi, participe d'un mouvement de nouvelles maisons, nouvelles, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, qu'on voit en ce moment en librairie, que ce soit le Tripode, Frédéric Martin, Nouvelle Attila, Benoît Viraud, La Volte, Mathias Echner, les éditions de l'Ogre, qui viennent de démarrer, qui sont Toussaint l'Ouverture, Passage du Nord-Ouest, qui sont des maisons qui offrent un imaginaire totalement débarrassé. Sonatine, Sonatine, bien sûr. Asphalte.
Mais Ça, je crois plus qu'on polar, on a mis 100 ans en France. En Angleterre, il y a eu New Worlds qui a balayé tout ce qui existait et tout d'un coup qui a dit il y a eu des gens comme Ballard, etc., qui ont fait des tests qui n'auraient pas été considérés comme science-fiction. D'ailleurs, eux-mêmes disaient on préfère William Burroughs. Et en fait, en France, on a mis 100 ans parce que il y a 100 ans environ, Rosny est né, auteur de romans préhistoriques et de science-fiction, a été voir Jules et Edmond de Goncourt et leur a dit on n'écrit plus comme au temps de Zola, il va falloir faire un prix littéraire pour récompenser cette nouvelle écriture. Résultat est né le prix Goncourt. Parmi les 5 premiers lauréats, il y a eu 2 livres qu'on pourrait appeler de science-fiction et un d'un auteur de science-fiction, mais c'était un journaliste, c'était mon ami Nan. Et depuis, on a vu ce genre disparaître du prix Goncourt, totalement, jusqu'à très récemment, jusqu'à, disons, au cas où Houellebecq, pour son seul livre qui n'était pas de science-fiction d'ailleurs. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose en France, un mouvement, dans les années 1900 et quelques, et qu'au tournant du millénaire, vous êtes le meilleur exemple de ce mouvement. Et moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est que j'aime pas les histoires qui sont des messages, qui veulent vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais dans la nouvelle, notre ami Léo Henry, il y a un moment que j'ai adoré, parce que j'ai entendu autre chose que ce que j'entends d'habitude. Et l'exode, s'inquiète l'écrivain. Les villes abandonnées, les champs en jachère, les milliers de déplacés, la terreur de leurs familles jetées sur les chemins. Le patriarche opine. Il n'y a pas tant de drame à se trouver nomade. Partir, j'en suis certain, peut être une leçon. Et s'ils revenaient, sois sûr que ces 10 exilés vivraient comme nous, comme l'hirondelle et le lapin de Garenne, et le vieux peuple de la Bible. Eh ben, en ce moment, ça fait du bien d'entendre qu'être nomade, c'est bien. Vous êtes un peu nomade, Léo Henry. Vous passez du Casse du Continuum, donc qui est une espèce de thriller de SF assumé. Formidable. Et voilà, que Jean-Pierre a adoré, moi aussi d'ailleurs. Et on l'a prouvé, à des choses peut-être totalement démarquées, qui sont presque de l'humour anglo-saxon. Du côté Jérôme K. Jérôme, du côté en Alsace, là, vous êtes là aussi un auteur nomade. Il y a plus, vous nomadisez en permanence d'un livre à l'autre. Et celui que vous nous préparez, 900 000 signes pour bientôt, sera encore plus nomadisant. Ouais, c'est complètement nomade, effectivement. Après, c'est des retours que j'ai sur mon travail et c'est pas du tout intellectualisé. En fait, je réfléchis pas en me disant que je vais faire des choses différentes, mais il s'avère que c'est différentes énergies qui amènent à différents types de travaux. Après, sur Erckmann et Chatrian, ce que j'ai essayé de faire, c'était et que je fais. Enfin, il y a certains livres qui répondent à ça. En fait, c'est d'essayer de m'approprier l'univers d'auteurs en particulier et de le ressortir à ma sauce à moi. Et Erckmann Chatrian, c'est ce qui est ressorti de ma lecture. En fait, c'était aussi beaucoup cette espèce de, parce que c'est des auteurs qui sont reconnus en Alsace pour leur dimension régionaliste, un peu poussiéreuse. Et du coup, en découvrant leur œuvre, en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, ils ont un rapport au territoire qui est extrêmement étrange, enfin, qui nous paraît extrêmement étrange avec le recul. En particulier, ils ont écrit des grands romans régionalistes sur les Juifs d'Alsace, qui est un truc dont, enfin, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit, on va dire, quand on imagine l'Alsace. Ils avaient un énorme amour pour les Gitans et les Tziganes, donc qui est aussi enfin, ce qui peut paraître il y a 100 ans, enfin, au moment des grands nationalismes, c'est quand même un peu étonnant. Et cette espèce de bonhomie, en fait, c'est-à-dire qu'ils faisaient des romans de genre, vraiment. Enfin, ils ont fait des récits fantastiques absolument formidables, qui leur a valu l'admiration de Lovecraft, par exemple. Jean-Jacques Pauvert, il les a beaucoup édités. Voilà, des œuvres complètes, d'ailleurs. Et je sais plus. Je ne savais plus. Vous êtes tellement nomadisant. J'ai perdu mon fil. Regardez le fait qu'en 1931, le plus gros succès sur les écrans français et allemands a été un film de Jacques de Baroncelli, et l'ami Fritz. Voilà, qui est l'adaptation de leur best-seller. Mais qui était juste après la guerre de 14, ils ont réussi. Après la guerre de 70, ils ont fait un best-seller de ce roman en France et en Allemagne. Et après la guerre de 14, un best-seller au cinéma signé Baroncelli. Faut être fort quand même, parce que les réticences dans les deux pays étaient fortes. Et ils ont parlé de ça. Bon, ça paraît quelque chose d'impensable aujourd'hui. Maintenant, ça y est, on est copains des Allemands, mais pour vendre de l'andouillette 3A, ça n'a rien à voir. C'est pour des raisons économiques.
eux parlaient d'un espèce d'idéalisme avec le soi-disant ennemi qu'on découvre en tant qu'individu. Il y a un petit côté anarchiste chez Erckmann et Chatrian. En fait, il y avait un vrai engagement. Il y avait un vrai engagement politique de la part, dans mon souvenir plutôt d'ailleurs, de Émile Erckmann, et qui est une des causes de leur brouille. Enfin, moi, c'était aussi ça qui m'intéressait beaucoup dans ce couple d'auteurs, c'est-à-dire c'est un auteur avec un trait d'union, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est qu'une seule personne. Enfin, que c'est Erckmann-Chatrian serait une personne. Et ils ont travaillé 40 ans. Et en fait, ils ont travaillé 40 ans en faisant en plus des best-sellers, ce qui était assez éprouvant. J'ai retrouvé en faisant la doc, il y a des trucs très très drôles. Il y a des critiques de Barbé d'Aurevilliers et de Zola, je sais plus, du Conscrit, je crois, où il défonce Erckmann-Chatrian, mais on voit bien les petites querelles de magazines littéraires. Enfin, il y a aussi c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans la nouvelle, que c'est juste de la jalousie. Enfin voilà, parce qu'ils étaient les Guillaume Musso de l'époque. Enfin, c'était eux qui faisaient le plus gros tirage, et donc Zola et Barbé, ils étaient quand même un peu jaloux. Oui, c'est quand même pas si bien. Et effectivement, enfin, je pense pas que ce soit pour arriver à faire combattre ensemble Zola et Barbet, fallait le faire, parce que c'était quand même pas vraiment eux-mêmes se détestaient. ils ont trouvé un ennemi commun sans problème. Mais donc il y a une dimension politique aussi, clairement. Non, mais faire un recueil régionaliste, ça paraît une bonne idée. Régional plus que régionaliste. Voilà, régionaliste, ça veut dire qu'on prône quelque chose. Je trouve qu'entre une vision de Marseille absolument effrayante, où tous les clichés sont vrais, comme dit David Calvo, et ce qu'on traverse, ça paraît une bonne idée. En fait, c'est un bon livre. Parce que c'est le genre de livre concept où généralement je me dis, oh là là, il y a un concept de départ. Et on sait comment finissent ces concepts. Généralement, ils finissent chez le représentant qui va les vendre au libraire, et le lecteur va se dire, ouais, encore un livre concept. Or, les 3 nouvelles que j'ai lues pour l'instant, en commençant par le plus ancien, Curval, où, comme je le disais, je lui ai découvert un espèce d'humour, une passion pour la chanson française. C'est nouveau chez lui. Ça m'a ravi. Et en plus, le fait que Curval, le plus ancien d'entre nous, aille bien à côté de David Calvo, de Damasio, de Léo Henry, ça me plaît bien aussi. C'est-à-dire que vous réunissez des auteurs qui ont des choses en commun, pas forcément la génération, parce que le jeunisme ou le respect des classiques, c'est quand même quelque chose de très très ennuyeux si on reste entre soi. Je pense que vous avez fait une espèce de horde qui va profiter d'elle-même, et que peut-être que en cours de route ils deviendront amis, parfois ils se jalouseront, parfois ils se donneront des idées. Félicitations, c'est une maison d'édition, ça. Et un nouveau Tolkien à la clé, Mathias Echner. La Horde du Contrevent fait un peu figure de Seigneur des Anneaux pour la France des années... Quand il est encore plus tard que ça, et que j'ai beaucoup bu, je suis prêt à le dire, qu'il y a un avant et un après à la Horde du Contrevent, et ça se verra encore dans des années. Après... oui, c'est un livre concept, mais c'est intéressant, justement, c'est un bon exemple. C'est un concept à notre manière, c'est-à-dire un soir, je parlais du dernier roman de Philippe Curval à la Volte, qui s'appelle Juste à temps, dont on va dire l'acteur, dont on a très peu parlé, l'acteur principal, le personnage principal est la bête Somme. Et donc j'ai dû dire oui, mais voilà, même l'aspect régional n'intéresse pas les gens du Nord, par exemple, qui pourraient, plutôt que se dire que attention, c'est de la science-fiction, pourraient se dire que cette bête Somme qui est magnifique devrait renverser tous les obstacles. Et donc j'ai effectivement, on est parti comme ça une soirée à dire on va faire de la science-fiction régionale, voilà. Et c'est ça le concept, c'est-à-dire que c'est plutôt qu'un réceptacle qu'il faut remplir, c'est juste... C'est un bouchon qui est lancé et on ne sait pas nous-mêmes, et je ne sais toujours pas d'ailleurs après le livre ce que c'est, mais au moins on s'est beaucoup amusé, et chacun le prend à sa manière. On ne sait pas ce que c'est que la science-fiction régionale, mais en revanche, finalement, ce sont peut-être pas 2 termes opposés. Mais chacun l'a fait vraiment à sa manière, c'est très drôle. Mais Michel Murger parlait à propos de Lovecraft de régionalisme cosmique, donc là vous avez oui, d'accord. Votre bête Somme, elle est vue d'une manière fragmentaire, avec des glissements de temps dans la baie de Somme. Oui. Et j'ai l'impression de lire un livre, non pas comme Dos Passos à plusieurs voix, mais à plusieurs temps. Je ne sais pas si c'est de la science-fiction. Mais en tout cas, je l'ai lu comme un livre, un récit d'amour à la baie de Somme, et avec des miroirs différents qui m'ont renvoyé des images de moments différents. Alors, je sais toujours pas si c'est de la science-fiction. D'ailleurs, je m'en fiche. Je sais que c'est un livre du 3e millénaire, d'un moment quantique
où on peut accepter l'idée que plusieurs époques cohabitent. Ça, c'est un des sujets. Mais quand on arrivera, nous, à se dire, entre lecteurs, je parle pas pour des critiques ou d'autres, que savoir si c'est de la science-fiction ou pas, on s'en fiche, et que des gens aussi pensent qu'ils ne lisent pas de science-fiction alors qu'en fait ils en lisent déjà, là ce sera vraiment bien, et ça place au texte, place à la littérature, place à l'histoire. Dernière question, Mathias Echner, la Volte, à savoir, qu'est-ce que c'est que cette Volte ? Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? Ça vient de la zone du dehors. On va en retenir que alors dans la zone du dehors, c'est un mouvement très politisé, c'est un mouvement de lutte, de résistance, qui veut pas se dire révolte parce que c'est réducteur, presque révolte. Et on va en retenir un mouvement, voilà, qui gratte, qui est sans cesse dans des endroits nouveaux. Voilà, c'est tout. Voilà, un mouvement qui gratte et qui sans cesse va des endroits nouveaux. C'est pas très joli, mais c'est la meilleure définition. Qui chatouille, on va dire, qui chatouille. La meilleure définition de la Volte, son fondateur, directeur et son catalogue. Donc, la Volte qui a 10 ans. C'est pas un catalogue, c'est Léo Henry. Léo Henry. Il y a quand même un catalogue d'éditeurs. Bravo, Mathias Echner. Donc, on continuera à vous avoir à l'œil, et puis rendez-vous avec Léo Henry pour son prochain livre, David Calvo et d'autres auteurs de la Volte. Pour l'heure, vous écoutez Mauvais Genre sur France Culture. L'heure est venue d'entendre Christophe Pire. Le pauvre, il me disait d'un ton mélancolique, flatueuse est ma vie et puant mon destin. Las, en tout lieu, je suis le vesseur clandestin, torturé jour et nuit par un mal diabolique. Après un plat dîner, comme après un festin, ventre vide ou gavé, sans faim ou famélique, vent, flatuosité, borborigme, colique, rampe sournoisement dans mon gros intestin. Et je pète et je vesse et je vesse et je pète, et la nuit, en plein vent, je pousse de gros pets, si sonores parfois que l'écho les répète. Ou que j'aille à Paris, le long des parapets, et sur les grands trottoirs où flambent les vitrines, je colporte sans trêve un parfum de latrine. Ce bruyant sonnet est l'une des pièces inédites réunies par Claire Le Guillou dans le cabinet secret aux éditions du Cendre, levant un voile luxurieux sur le poète des névroses, Maurice Rollinat. Ces poésies érotiques n'avaient cependant pas vocation d'être cachées. Rollinat en récitait volontiers à ses amis et dans les salons parisiens. Il en avait envoyé à Alphonse Lemaire pour publication. Or, Anatole France, lecteur de ce dernier, l'avait mis en garde contre le scandale et les poursuites qu'il risquait à les imprimer. Beaucoup se perdirent, hélas, excepté celles que l'auteur recopiait dans ses lettres. L'exploration de fonds d'archives fait aujourd'hui ressurgir une douzaine de compositions. Plus obsédé par les ravages de la syphilis et la dégénérescence, par la dépravation et la prostitution, que par les mignardises de l'amour galant. Rollinat joue d'un grand nombre de formes, ballades, pantoums, acrostiches, pour un érotisme morbide et sale, propagé par d'infernales ribaudes aux baisers crispants, des violeurs de vierges aux braquemars énormes, un affreux ivrogne et un scrofuleux blafard. Rollinat fait parler les cuvettes de catins fatigués. Un vérolé lyrique exulte. « Venez, garces d'enfer, nous lécherons nos trognes et nous mélangerons, infects et corrompus, dans des accouplements de vivantes charognes, nos chancres et nos vers, nos miasmes et nos pus. Je vous caresserai d'une main solennelle, vieux con d'où tant de mots vénériens sont issus, et vous, cul vert d'où suinte une foire éternelle, tant la pédérastie a crevé vos tissus. Désormais je vous hais, pommades et capotes, fragile bouclier des braquemards poltrons, j'aime les vagins mûrs qu'un vie met en compote et les anus ouverts aux monstrueux étrons. La seconde partie de ce livre, consacrée à une production politique, révèle un auteur engagé, républicain dénonçant le délabrement de la France des années 1870, la pauvreté, la guerre. Une abominable mouche, avec sa trompe infecte, harcelant le poète, est une allégorie de la police qui rappelle ce pourquoi Rollinat fut très longtemps apprécié, les poésies animalières et le goût du macabre.
Merci Christophe Beer, merci Vincent Ferret, Mathias Echner et Léo Henry d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre pour parler de Tolkien et des éditions La Volte qui ont 10 ans. Je rappelle donc les sujets de ce soir. Donc, aux éditions Farces et Balises, le DVD du documentaire de Simon Baquès sur Tolkien, dernier volume paru de Vincent Ferret, Lire Tolkien, tout ce que vous ne savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux, c'est chez Pocket. Le dernier numéro de Bifrost est consacré à Tolkien. Je signale également le numéro spécial dossier du magazine littéraire, la biographie de Tolkien chez Bourgois, elle est signée Humphrey Carpenter. Nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux, il faut la lire, donc La Fraternité de l'Anneau, le premier tome est paru aux éditions Bourgois. Les lettres de Tolkien, tout à fait fondamentales, c'est chez Pocket. Et puis si vous voulez approfondir et cartographier l'univers de Tolkien, le formidable dictionnaire Tolkien paru au CNRS Éditions sous la direction de Vincent Ferret. Quant à Pierre Dubois, Le Royaume du Nord et des Trolls, c'est chez Hoebeck. Et puis bien sûr La Volte, faites demi-tour dès que possible, Territoire de l'imaginaire. Et puis le Clameur, portrait volté, donc un recueil d'entretiens signé Richard Combalot. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alexandre Dang, Claire-Martin Duguerre, Anne-Catherine Lochard, Céline Duchesnay, Jean-Pierre Dionnet, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, eh bien, nous serons autour d'une émission de sujets extrêmement noirs, puisque je recevrai Sylvie Granotier pour son dernier roman paru aux éditions Albin Michel, Anne-Sylvie Omassel des éditions Dystopia, qui vient d'ailleurs de traduire un formidable recueil de Thomas Ligotti, grand conteur fantastique américain. Hélène Frappa sera également avec moi. On parlera de Sheridan Le Fanu, dont on fête cette année le bicentenaire, et dont Patrick Remaud, dont on entendra un entretien, vient de donner une nouvelle traduction formidable aux éditions Omnibus. D'ici là, La Nuit rêvée de France Culture.